Bonjour, c'est Michel Drac. J'espère que vous allez bien. C'est l'été. On va en profiter pour faire une très longue vidéo qui viendra d'ailleurs, je pense, en deux parties parce qu'elle fera 3 ou 4 heures, je sais pas. On va se faire plaisir. On va faire une grande revue d'actualité pour fêter le début de la saison 2 de la vraie actu. Puisqu'on change un peu le concept, comme pour les notes de lecture, on va utiliser des slides. Alors deux mots là-dessus parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais, on aime bien voir ta gueule, tes mimiques nous plaisent, tu nous fais marrer. Écoutez, c'est sympa les mecs, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué de monter de la vidéo que de monter de l'audio. Et en fait, ça va plus vite de fabriquer un slide, de le commenter et de monter l'audio, de plaquer l'audio sur la planche, quoi, le slide, et c'est terminé. Ça va beaucoup plus vite que de se taper une vidéo complète avec des montages, des raccords. En plus, quand vous faites une vidéo, vous ne pouvez pas la faire n'importe où. Si vous êtes en déplacement, vous êtes à l'hôtel, etc., forcément ça peut poser des problèmes, alors que l'audio, ça s'enregistre à peu près n'importe où du moment que c'est à peu près calme. Donc on va plutôt faire de l'audio. Désolé pour les gars qui préfèrent le côté un peu vivant de la vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez vous savez, moi je fais ça sur mon temps libre, j'ai un boulot, j'ai une famille, je peux pas non plus y passer un temps indéfini. Voilà. Donc, on est parti pour la vraie actu sur juin-juillet 2018, puisqu'on fait 2 mois d'un coup, là. Il y a matière. Alors toutes les vraies actus vont maintenant être structurées de la même façon. Pour commencer, on va regarder la surprise, le fait, la question majeure du mois. On reprendra également le même examen thème par thème, mais là il s'agit de la surprise, du fait, de la question majeure, tout thème confondu sur le mois. Pour moi, la surprise majeure de juin-juillet 2018, c'est que, contrairement à ce que je pensais, l'armée arabe syrienne pousse vers le Golan. On en reparlera quand on regardera la situation en Syrie. On va peut-être vers un clash majeur avec l'État d'Israël. Le fait, c'est le baril vers les 80 $. On en reparlera quand on examinera la question énergétique, c'est très important. En gros, nos économies commencent à avoir du mal avec le prix du pétrole quand le baril passe les 70 $. On y est. Et puis la question dont nous reparlerons longuement dans le cadre de l'examen des tendances géopolitiques et quand nous ferons un zoom sur l'Union européenne, est-ce que l'Europe de Bruxelles peut survivre à l'explosion de l'espace atlantique? Ensuite, nous regarderons désormais tous les mois le postérisé du mois. Qu'est-ce que c'est le postérisé du mois? Eh bien, c'est un visage qui va être postérisé et affiché pour l'entrée en matière de la vraie actu. C'est une personne qui, sur le mois considéré, a joué un rôle historique important, une personne dont on peut raisonnablement penser que si on parvient à bien la décoder, à bien comprendre d'où elle vient, où elle va, ce qu'elle veut et qui est derrière elle, on avancera dans la compréhension du monde. Cette personne, pour ce mois-ci, c'est Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. C'est le fil rouge de cette vraie actu. Si nous parvenons à comprendre les dynamiques derrière Matteo Salvini, nous aurons certainement progressé dans la compréhension du monde. Passons à la rubrique démographie et flux migratoires. Commençons par dire que dans ce domaine-là, il n'y a pas de surprise, et généralement il n'y en aura pas, c'est un des rares domaines où on est rarement surpris. Le fait, aux USA, il n'y a aucun consensus possible sur cette question. Les États-Unis sont largement paralysés par leurs querelles internes en matière de gestion des flux migratoires. La question, on l'a déjà mentionné juste avant, l'Union européenne va-t-elle exploser, en particulier sur le dossier migratoire? Passons maintenant aux détails de l'actualité en matière démographique et migratoire. Le nombre de migrants accueillis en Australie a atteint un plus bas historique sur 10 ans. C'est le résultat de la politique d'immigration très dure qui a été mise en place depuis quelques années. Ce que cela démontre, c'est que lorsqu'un pouvoir est décidé à lutter contre l'immigration, il peut le faire. Il suffit d'être dur assez longtemps. Il n'est pas du tout nécessaire de recourir à des mesures violentes ou inhumaines. Il suffit de faire en sorte que les seules personnes à même de s'installer dans le pays soient celles qui ont été acceptées dans le cadre d'une procédure d'immigration autorisant une régulation correcte des flux. Aux États-Unis, comme je vous le disais, il n'y a pas de consensus possible.
et la politique migratoire est largement paralysée. Il n'y a pas de consensus sur l'évaluation des mesures prises par Donald Trump depuis son élection. Tous les chiffres sont débattus, leur interprétation fait l'objet de querelles à l'infini. Par exemple, on observe une augmentation des arrestations à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Les partisans de Donald Trump disent que cela prouve que ces mesures ont été efficaces puisqu'on arrête les gens à la frontière. Les adversaires de Donald Trump disent que cela prouve que les mêmes mesures n'ont pas été efficaces puisque visiblement elles ne dissuadent pas les personnes de tenter de passer la frontière. Le plus probable, c'est que, comme le montre l'exemple australien, il faut en réalité un certain temps pour que des mesures de durcissement en matière migratoire commencent à tarir les sources. Les républicains du Congrès ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une législation en matière migratoire au début du mois de juin 2018. Fin juin, lorsqu'après de longs débats, une réforme de l'immigration a enfin pu être présentée, elle a été nettement rejetée à la Chambre des représentants, toujours faute de consensus chez les républicains qui détiennent la majorité dans cette Chambre. Quand bien même la loi serait passée à la Chambre des représentants, elle aurait de toute façon probablement été bloquée au Sénat, où les démocrates disposent d'un pouvoir de blocage. Dans ces conditions, la politique migratoire américaine oscille entre des effets de communication dans diverses directions. Les États-Unis se préparent aux élections de mi-mandat 2018, qui vont être très importantes dans la mesure où elles pourraient décider du destin politique de Trump et donc dans une certaine mesure de ce qu'on a appelé le Trumpisme. Trump, qui pour différentes raisons que nous analyserons plus loin, reste très populaire dans la base républicaine la plus déterminée, a besoin de ne pas se couper de l'électorat modéré. C'est sans doute pourquoi, à la suite d'une campagne de presse, il a opéré un revirement radical pour mettre fin à la crise des familles de clandestins séparés à la frontière. Fondamentalement, cette mesure cosmétique ne change pas les règles adoptées jusqu'ici. Tout adulte qui franchit la frontière illégalement et même s'il demande l'asile, est interpellé et poursuivi au pénal. La politique dite de tolérance zéro est donc maintenue. La différence, c'est que les familles ne seront plus séparées, mais isolées en centre de rétention. Simultanément, le vice-président Mike Pence a profité d'une visite au Guatemala pour demander aux dirigeants d'Amérique centrale de mettre un frein à l'exode de migrants illégaux vers les États-Unis. Pence, dans un style dont la pondération contraste avec les exubérances du président, leur a déclaré « Je dis avec le plus grand respect aux présidents ici réunis que cet exode doit prendre fin. C'est une menace pour la sécurité des États-Unis. Et comme nous respectons votre souveraineté, vos frontières, nous insistons pour que vous respectiez la nôtre. » Alors on pourra s'amuser du fait qu'un vice-président américain aille dire en Amérique centrale que son pays respecte la souveraineté des petits États de cette région. En attendant, on voit très bien, à travers les décisions de Trump et les propos de Pence, ce que sont les lignes directrices de l'administration américaine, pénalisation de l'immigration illégale, travail avec les pays d'origine. C'est une ligne à mon avis sensée, le problème est qu'elle est pour l'instant inapplicable à cause des querelles politiques américaines. Dans l'Union européenne, nous reviendrons longuement sur la crise migratoire dans le cadre plus général de la crise de l'Union européenne. Mais on peut mentionner un fait intéressant qui s'est produit ces dernières semaines, la prise de conscience par l'Europe occidentale, par les dirigeants de l'Europe occidentale, du fait que toute la moitié orientale de l'Europe ne veut pas entendre parler de leur multiculturalisme. Pour vous donner une idée de ce qu'est la xénophobie dans les pays où elle existe vraiment à grande échelle et où elle est tout à fait autre chose qu'un fantasme de Bernard-Henri Lévy, on mentionnera ce qui s'est passé le 23 juin dans un camp rom près de la ville de Lviv, en Ukraine. Une dizaine d'assaillants cagoulés, armés de bâtons et de couteaux, a attaqué un camp rom, tuant un homme et en blessant 4 autres. Selon la police, les suspects font partie d'un groupuscule lié au bataillon Azov, des volontaires ultranationalistes qui combattent les séparatistes russes dans l'est du pays. Ce qui est drôle, c'est que je vous rappelle que Bernard-Henri Lévy, qui parvient à voir des nazis partout en France depuis 40 ans, est revenu de Kiev au moment de l'affaire du Maïdan pour nous dire que là-bas, par contre, il n'en avait pas vu. L'immigration, ce n'est pas qu'une histoire nord-américaine et européenne. Il y a aussi des migrations sud-sud,
et elle provoque des troubles aussi dans les pays du Sud. À cet égard, on relèvera une expulsion de masse au Chili. 2000 étrangers ayant des antécédents judiciaires vont être expulsés d'ici la fin de l'année. Au Mexique, un événement historique s'est produit il y a quelques semaines. Pour la première fois depuis des générations, une véritable alternance politique a eu lieu. Il y a un nouveau gouvernement classé à gauche. Paradoxalement, il est possible que ce gouvernement classé à gauche, en tout cas sur la question migratoire, ne s'entendent pas plus mal avec Donald Trump que le gouvernement mexicain précédent. Ce gouvernement classé à gauche s'apprête en effet à réduire le taux de TVA dans les zones frontalières avec les États-Unis pour y fixer de l'activité et de la main-d'œuvre afin de limiter l'exode vers le voisin du Nord. Nous pouvons avoir des surprises dans le dialogue entre un président américain classé très à droite, Donald Trump, et un président mexicain classé à gauche. La question migratoire rattrape aussi maintenant le Japon et la Corée du Sud. C'était tout à fait prévisible. Petit rappel, l'indice de fécondité en Corée du Sud, 1,2 enfants par femme. C'est ce qui se passe dans les sociétés qui ont conservé une vision traditionnelle de la femme, tout en sacrifiant tout au développement économique. Les femmes choisissent leur carrière plutôt que la famille et les enfants. On a le même problème en Allemagne. Le résultat, en tout cas, est de creuser encore plus le déséquilibre monstrueux entre le monde développé et l'Afrique. Petit rappel, au Mali, 6,1 enfants par femme. Tel est l'état de la planète. Une Afrique où il y a des pays qui, avec 6,1 enfants par femme, peuvent potentiellement quasiment tripler leur population, ou disons la multiplier par 2,5 tous les 30 ans. Et on a des pays qui, avec 1,2 enfants par femme, sont partis pour diviser par 2 ou à peu près leur population tous les 30-35 ans. Un tel déséquilibre ne peut pas ne pas entraîner de flux migratoires. La Corée du Sud découvre ainsi les réfugiés yéménites, ce qui pose des problèmes spécifiques à ce pays, car la population sud-coréenne, habituée à vivre dans un environnement très stable et très sécurisé, est très inquiète de l'irruption de ces intrus. Au Japon, le débat se tend sur la question migratoire. Les hôtels, l'agriculture, la construction, le bâtiment se plaignent de manquer de main-d'œuvre. Ils font du lobbying pour une remise en cause des lois d'immigration très restrictives. Inutile de dire qu'il ne s'agit pas d'une entreprise bienveillante de co-développement. Un scandale a éclaté récemment au Japon où il s'est avéré que des entreprises chargées du travail de décontamination de la région de Fukushima à la suite de la catastrophe nucléaire de 2011 avaient utilisé des Vietnamiens venus au Japon dans le cadre d'un programme d'apprentissage. Passons maintenant à la partie ressources et technologies. Nous allons étudier ces deux problématiques systématiquement ensemble parce qu'elles sont évidemment liées. Première information, pétrole, c'est la fin d'une illusion. Comme il y avait eu des investissements très massifs pendant la période de boom du prix du pétrole avant la crise de 2008, il y a eu une surabondance d'offres au début des années 2010. Cette surabondance avait provoqué une baisse artificielle du cours. Symétriquement, après la chute des cours au début des années 2010, il y a eu une période de sous-investissement. Nous en payons maintenant le prix avec une offre qui semble avoir du mal à suivre la demande et une envolée des cours du baril. L'illusion selon laquelle nous serions entrés durablement dans une période de pétrole abondant par la magie des nouvelles technologies extractives et en particulier du pétrole de schiste a donc pris fin. La surprise, c'est que j'ai découvert que l'on parlait déjà de recourir aux stocks stratégiques pour éventuellement réguler le prix du baril. S'agit-il d'une simple stratégie de communication de la part de certains acteurs, aux États-Unis et en Europe, ou est-ce sérieux? Je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est que si c'est sérieux, cela laisse penser que entre un marché du pétrole dominé par l'offre et un marché du pétrole où l'offre ne parvient plus à saturer la demande, il y a finalement bien peu de temps et bien peu de millions de barils par jour. L'autre fait marquant de ces derniers mois, c'est que le pic de tout, le peak everything de Richard Heinberg, est désormais une question publiquement ouverte. Il y a quelques années, quand vous disiez aux gens que le pic pétrolier n'était pas la seule question, loin de là, on vous prenait parfois pour un fou. Je me souviens avoir sidéré quelqu'un en lui disant que nous pouvions un jour manquer de zinc, de cuivre, d'hélium ou de potasse. Aujourd'hui, la question est ouverte.
le grand public commence à y être sensibilisé. Quant à la question clé soulevée par l'actualité récente, elle découle naturellement des constats que je viens de faire sur le pétrole. Faut-il voir dans les tensions actuelles sur ce marché une simple crise de sous-investissement temporaire aggravée par l'embargo sur le pétrole iranien, ou est-ce le début des vrais ennuis avec une ressource cruciale pour toutes nos économies et déjà devenue rare, structurellement? Alors on va essayer de faire le tri en reprenant les événements récents et en discernant les différents facteurs explicatifs des tensions sur le marché du pétrole. Première information intéressante, l'Arabie saoudite pourrait finalement renoncer à la privatisation d'Aramco. Il semble en effet que la valorisation proposée par le régime saoudien, soit 2000 milliards de dollars, soit jugée trop élevée par les acteurs du marché. On ne nous dit pas pourquoi, mais une des explications possibles, c'est que les acteurs du marché auraient de gros doutes sur l'ampleur réelle des réserves de pétrole saoudiennes. En matière de pétrole, il ne faut pas oublier que les réserves qu'on nous affiche sont des réserves dites politiques. Ce sont les réserves revendiquées par les États producteurs. Mais on sait qu'il existe aussi d'autres calculs de réserves, dites réserves techniques, et les réserves techniques sont nettement moins importantes dans certains cas que les réserves politiques. Sur l'Arabie saoudite, nous n'avons pas de certitude, mais le fait que le régime saoudien soit obligé de remettre en cause la privatisation d'Aramco est peut-être une indication. L'autre facteur explicatif des tensions sur le marché du pétrole, c'est évidemment l'embargo sur le pétrole iranien. À cet égard, il faut être très clair, au-delà de la communication américaine sur la question du nucléaire iranien et la sacro-sainte défense d'un courageux petit État proche-oriental, il y a d'autres enjeux. Tout ne s'explique pas par l'action du lobby pro-Israël, même si une partie, bien sûr, de la politique américaine s'explique par l'action de ce lobby. En l'occurrence, Washington fait d'une pierre deux coups. En mettant l'Iran sous embargo, le président Trump s'attire la considération du puissant lobby pro-Israël à domicile, et au niveau géopolitique, il met en difficulté les grands acteurs de l'économie eurasiatique. La Chine, qui consomme le quart du pétrole iranien, mais aussi l'Inde et la Turquie, ces trois puissances prises ensemble, consomment une bonne moitié des exportations iraniennes. L'Inde est particulièrement dans le collimateur. Ce pays sera probablement le relais de croissance de l'économie mondiale dans les années 2020, si relais de croissance il y a. Encore faut-il pour cela qu'il résolve ses problèmes énergétiques. Il a besoin pour cette raison du pétrole et du gaz iranien. Les Russes sont en train de s'organiser pour pouvoir fournir le gaz au Pakistan et à l'Inde qui pourraient ainsi se réconcilier autour d'un projet énergétique. C'est visiblement ce nouveau grand jeu eurasiatique que Washington veut perturber à travers l'embargo sur le pétrole iranien. Mais bien entendu, dans ces conditions, les Américains sont assez mal placés pour réclamer de l'OPEP une forte augmentation de production afin d'éviter l'envolée du prix du baril. En effet, comme les Iraniens l'ont fait remarquer, c'est la politique américaine en grande partie qui explique l'augmentation des prix du pétrole. Deux autres grands producteurs sont en crise, la Libye et le Venezuela. En Libye, le maréchal Haftar a annoncé que les installations pétrolières sous contrôle de ses forces seraient désormais gérées par les autorités parallèles basées dans l'est du pays. Le gouvernement, basé à Tripoli, ne reconnaît pas ces autorités parallèles. Ces deux puissances locales disposent chacune de leur banque centrale et de leur compagnie du pétrole. Dans ce contexte de quasi-sécession de la Cyrénaïque, on se doute que l'exploitation pétrolière se heurte à de grandes difficultés. D'autant plus que dans ce pays tribal, rien n'est simple et des bandes plus ou moins incontrôlées dans le sud du pays contribuent encore à perturber le jeu. Ces bandes tribales viennent par exemple d'enlever 2 employés de la Compagnie nationale libyenne de pétrole. Il ne faut pas nécessairement y voir une action politique. D'ailleurs, les autorités libyennes ont fait savoir qu'elles ne verseraient pas un seul dinar suite à ces enlèvements, ce qui montre bien que nous sommes vraisemblablement en présence de comportements plus crapuleux que politiques. Au Venezuela, la production de brut poursuit sa chute. Elle est à son plus bas niveau depuis 30 ans. Le gouvernement estime que cette chute est le résultat d'un déficit d'investissement. Ce déficit d'investissement a en partie été creusé du fait des sanctions infligées par les États-Unis. Dans ce contexte, les hausses de production décidées par l'OPEP n'ont pas suffi. La Russie et l'Arabie saoudite ont décidé une augmentation de production de 1,5 million de barils par jour. Pourquoi une hausse aussi modérée? 2 explications possibles.
soit parce qu'aucun des deux pays n'a vraiment intérêt à stabiliser les cours du pétrole. Après tout, l'envolée du cours du baril est une très bonne affaire pour Moscou comme pour Riyad, soit parce que leurs capacités de production sont déjà en grande partie saturées. Impossible de savoir laquelle de ces deux explications est la bonne. En matière de pétrole, le bluff est de rigueur à tous les niveaux. S'agissant maintenant des autres matières premières, on peut remarquer que fin juin 2018, la banque Morgan Stanley a émis un avertissement avec un double risque sur ce marché. D'une part, du fait des tensions commerciales et du ralentissement relatif de la croissance en Chine, il y a un risque de baisse brutale de la demande qui pourrait entraîner une chute des cours. D'un autre côté, les coûts de production ont tendance à augmenter parce que sur un certain nombre de ressources, nous sommes maintenant obligés d'aller chercher des gisements plus profonds et moins riches. Les industries extractives, d'une manière générale, sont confrontées à un environnement instable qui risque de ne pas les pousser à opérer les investissements nécessaires à long terme. Autre annonce intéressante, fin juin, les industriels français des câbles ont réclamé une planification plus rigoureuse des programmes du plan France Très Haut Débit afin d'acquérir une visibilité à long terme. En effet, un nouveau record de livraison de câbles à fibre optique a été atteint l'an dernier en France, avec 13 millions de kilomètres de fibres de ce type, contre, par exemple, 2,3 millions en 2012. La France installe actuellement plus de câbles optiques que le Japon, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Cependant, elle pèse peu en face de la Chine. En 2018, le seul opérateur chinois China Mobile déploiera 2 fois plus de fibres que l'ensemble constitué par l'Europe et les États-Unis, en tout cas si on en croit un récent rapport de l'Observatoire du très haut débit en France. Le résultat, c'est que les besoins annuels mondiaux en fibre optique s'approchent de la capacité annuelle de production. Or, cette production ne pourra être augmentée qu'en opérant des investissements très lourds. En l'absence de visibilité, ces investissements ne seront probablement pas effectués et une pénurie de fibres optiques est probable. Autre information intéressante, le rapport des experts réunis au Forum mondial des matériaux à Nancy, toujours fin juin 2018. L'électrification du parc automobile devrait fortement accélérer dans les décennies qui viennent. En 2030, on s'attend à ce que la moitié environ du parc soit constituée de moteurs thermiques, 13% de véhicules purement électriques, le reliquat étant probablement constitué, je suppose, par des véhicules hybrides. La conséquence de cette mutation, qui n'est évidemment pas indépendante de ce que nous avons vu précédemment concernant le pétrole, sera une forte hausse de la demande de certains métaux utilisés dans les batteries, en particulier le cobalt et le nickel. Jusqu'en 2030, nous ne devrions pas manquer de ces métaux. Mais vers 2030, nous aurons probablement des difficultés avec le cobalt. Le cobalt est localisé en très grande partie au Congo, ce qui veut dire que c'est un minerai soumis à un aléa politique majeur. Actuellement, il est intéressant de noter que la Chine est en train progressivement de prendre le contrôle des industries extractives congolaises et en particulier dans le domaine du cobalt. C'est un facteur de tension majeur entre les États-Unis et leurs alliés d'une part, la Chine d'autre part. L'impression générale laissée par le rapport du Forum mondial des matériaux, c'est que ce que nous disent les spécialistes, c'est qu'on a besoin de visibilité pour faire maintenant les bons investissements, afin de nous éviter de très gros ennuis dans 1, 2 ou 3 décennies. Mais que le problème, c'est que pour des raisons d'instabilité politique, nous ne sommes pas capables, à ce stade, de planifier et encore moins d'opérer ces investissements judicieux. L'échéance 2030, évoquée par de nombreux collapsologues comme la date à partir de laquelle la civilisation industrielle mondiale pourrait s'écrouler, est, semble-t-il, à ce stade, considérée comme crédible par quelqu'un qui lit, sans parti pris, le rapport des experts du Forum mondial des matériaux. S'agissant de la mutation du parc automobile, une remarque concernant la chute de la pollution à Pékin. Il y a encore quelques années, la capitale chinoise était un véritable cauchemar écologique. C'est de moins en moins le cas. Pourquoi ? Parce que le parc de véhicules a été massivement électrifié. 99% des bus électriques du monde sont chinois. Les scooters électriques ont remplacé les vélos de la période maoïste. Le traitement de la pollution, les choix énergétiques, le problème du pic de tout
sur les minerais et en particulier le cobalt, on voit très bien comment tout cela est lié. Et en France, pendant ce temps-là, que fait-on? Nous avons récemment pu consulter un rapport parlementaire sur les installations nucléaires. Ce rapport a déplu à la fois à la direction d'EDF et à la CGT, première force syndicale dans l'énergie. Pour la CGT, mais aussi pour EFO, ce rapport traduit, je cite, une manœuvre grossière qui vise à justifier d'éventuels plans de découpe d'EDF. La CGT souligne que les politiques sociales menées par les entreprises du domaine du nucléaire ont débouché sur un affaiblissement des mécanismes de sûreté et de contrôle dans ce domaine. Elle accuse en filigrane le pouvoir macroniste d'utiliser cette fragilisation pour justifier la future vente à la découpe de cette filière industrielle française. En réponse, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a déclaré, en s'adressant officiellement au patron d'EDF, que, je cite, « ce n'est plus aujourd'hui EDF qui fait la politique énergétique en France ». La question en filigrane, c'est la date de fermeture des centrales nucléaires et éventuellement la construction d'un deuxième EPR. Projet, il est vrai, très contestable puisque EDF n'est aujourd'hui pas capable de dire quand elle pourra mettre en service le premier actuellement en construction à Flamanville dans la Manche. En arrière-plan, il semble qu'il y ait la préférence du gouvernement français pour un alignement de la stratégie de transition énergétique de Paris sur celle de Berlin. Cette stratégie, qui vise avant tout au développement des énergies renouvelables et une baisse du nucléaire et du charbon, est sans doute bien intentionnée, mais on peut remarquer qu'elle ne correspond absolument pas à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. La réalité de ce qui se passe aujourd'hui, à ce stade, c'est que les renouvelables ne constituent qu'un apport très marginal. C'est le charbon qui s'apprête à prendre la relève du pétrole avec l'appui du gaz naturel et du nucléaire. D'une manière générale, il y a chez l'actuel gouvernement français une curieuse tendance à vouloir absolument tout faire en coordination avec une autre puissance, comme si ce gouvernement ne voulait pas rentrer dans une logique d'indépendance nationale. À la limite, on pourrait parler d'anti-gaullisme au sens où le gaullisme, lui, poursuivait des politiques d'indépendance nationale. Je ne sais pas dans quelle mesure tout cela est très sérieux. Début juin, le Canada et la France ont créé un groupe international d'études sur l'intelligence artificielle à l'occasion de la visite au Canada du président français Emmanuel Macron. Alors ce comité Théodule réunirait des experts gouvernementaux et du monde scientifique, de l'industrie et de la société civile pour, je cite, « analyser de façon indépendante les informations scientifiques, techniques et socio-économiques nécessaires pour mieux comprendre les développements des techniques de l'intelligence artificielle et cerner les conséquences de leur utilisation ». Pendant que j'ai lu cette phrase, Amazon et Google ont probablement investi plusieurs millions de dollars dans des projets concrets. En attendant, apparemment, la démarche du gouvernement français, c'est de rechercher des coordinations de tous les côtés sur le plan technologique. Personnellement, ça ne m'inspire pas du tout confiance. Je ne sais toujours pas pour qui ce gouvernement travaille en réalité, mais je subodore que ça n'est pas vraiment pour le peuple français. Or, il faut voir qu'à long terme, ces questions-là sont cruciales pour nous. La France n'a pas de pétrole, pas de gaz naturel, peu de charbon. Il va falloir être inventif. Passons maintenant à la géopolitique. Le fait important, USA-Allemagne, nous ne vieillirons pas ensemble. C'est clair, c'est net, l'espace atlantique est en train d'exploser. Personnellement, la surprise, pour moi, ne vient pas de cette explosion, mais de la façon dont elle se déroule et en particulier du niveau de ridicule atteint par les dirigeants occidentaux dans ce contexte nouveau et perturbant pour eux. Le fait, un petit détail qui est probablement passé inaperçu pour la plupart des auditeurs. On vient d'apprendre le piratage massif d'un sous-traitant de l'US Navy par des hackers chinois. Pour moi, c'est un indice de plus du fait que la guerre hors limite entre la Chine et les États-Unis n'est plus une hypothèse mais une réalité. La question n'est plus de savoir si ces deux puissances vont se rentrer dedans ou se partager le monde, elles sont en train de se rentrer dedans. Et enfin, la question, une question que vous avez peu de chances de vous poser si vous vous informez par les médias dominants, le Kazakhstan est-il en train de changer de camp ? Récemment, un certain nombre d'indices ont pu être relevés qui indiquent que pour des raisons mal connues, cet état charnière entre la Russie et la Chine se rapproche des États-Unis. Probablement le partage du gâteau à l'intérieur de l'Organisation de coopération de Shanghai ne satisfait plus les dirigeants kazakhs. On a relevé en particulier un procès à grand spectacle, celui d'une chinoise ethniquement kazakh
entré clandestinement dans le pays, jugé pour son immigration illégale dans le pays, et qui en a profité pour dénoncer officiellement le système de camps de rééducation mis en place par Pékin pour la minorité kazakh qui vit dans l'ouest de la Chine. En soi, ça n'est pas une nouvelle, ça fait longtemps qu'on sait qu'un tel système existe. Ce qui est nouveau, c'est la publicité qui a été faite à travers ce procès à ces révélations. Le pouvoir kazakh a choisi de ne pas étouffer cette parole et de poser ouvertement le problème de la minorité kazakh en Chine. Un signe, parmi d'autres, des tensions entre Astana et Pékin et peut-être aussi entre Astana et Moscou. Si le Kazakhstan change de camp, c'est la première victoire géostratégique importante des Américains en Eurasie depuis fort longtemps. Revenons maintenant à l'espace atlantique et à ses périphéries. En Allemagne, le PDG d'Audi dort en prison. Le patron de cette filiale du groupe Volkswagen a été arrêté et placé en détention dans le cadre de l'enquête sur le scandale des moteurs diesel truqués, enquête dont on sait qu'elle résulte d'une révélation faite par les autorités américaines et qu'elle rentre dans le cadre général des pressions mises sur l'industrie automobile allemande par les États-Unis. Autre information qui s'inscrit dans le cadre général de la dislocation de l'espace atlantique, selon le Washington Post, le ministre de la Défense des États-Unis examine actuellement la possibilité d'un retrait des troupes américaines stationnées en Allemagne. Ces troupes pourraient être rapatriées aux États-Unis ou redéployées vers la Pologne. On parle d'environ 35 000 hommes. Toujours dans le même esprit, on a pu remarquer que lors du récent sommet de l'OTAN, Donald Trump a violemment attaqué Berlin et a souligné le fait qu'au moment précis où Berlin ne respecte pas ses engagements quant au financement de l'Alliance Atlantique, l'Allemagne s'apprête, avec l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2, à fortement augmenter ses achats de gaz naturel à la Russie. Trump, en l'occurrence, s'est fait l'écho des exigences ukrainiennes, Nord Stream 2 ayant entre autres pour effet d'achever le contournement de l'Ukraine par la Russie pour ses livraisons de gaz naturel à l'Allemagne. Trump a aussi probablement un agenda commercial en vue, les États-Unis espérant vendre davantage de gaz naturel liquéfié aux Européens, ce qui pose problème sur le plan purement commercial parce que le GNL américain est nettement plus cher que le gaz russe exporté par gazoduc, mais en l'occurrence, une pression géopolitique vise à imposer une offre commerciale non concurrentielle. Toujours dans le même esprit, Washington vient récemment de refuser en bloc toutes les demandes d'exemption européennes concernant les sanctions prises par les États-Unis contre les entreprises qui continuent à faire des affaires avec Téhéran. Les Américains ne se sont apparemment même pas donné la peine de justifier ce refus. Il y a chez eux une volonté évidente d'humilier leurs vassaux pour leur faire sentir leurs conditions inférieures. Dans ce contexte, le G7 et le dernier sommet de l'OTAN ont viré à la farce. Au G7, les dirigeants européens et canadiens ont tout fait pour sauver les apparences. Partisans du multilatéralisme, ils ont cherché à embrigader Trump dans cette mise en scène. Mais celui-ci, une fois le sommet terminé, a pris prétexte d'une maladresse du Premier ministre canadien pour dénoncer le communiqué laborieusement négocié en séance, infligeant ainsi un camouflet supplémentaire à ses alliés. Le sommet de l'OTAN a quant à lui pulvérisé tous les records de ridicule, avec un Jean-Claude Juncker ayant du mal à marcher, soit version officielle parce qu'il était à moitié paralysé par une sciatique, soit, selon certains, parce que cet alcoolique notoire était en état d'ivresse. Plus important sans doute que cette pantalonnade, Trump a profité de ce sommet pour faire savoir qu'il voulait que les alliés des États-Unis contribuent désormais au-delà de 2% du PIB au budget de l'OTAN. On comprend de plus en plus clairement que Donald Trump est là pour faire payer les vassaux, pour accroître la prédation que les États-Unis exercent sur eux. On retrouve là un écho évident du mépris dans lequel les classes dirigeantes américaines tiennent les classes dirigeantes européennes. Trump, en outre, ne s'embarrasse pas de cohérence. Il a affiché une relative bonne entente avec Vladimir Poutine lors de sa rencontre à Helsinki. On ne peut que s'en féliciter car rien ne serait pire qu'un affrontement direct entre les États-Unis et la Russie. Il n'en reste pas moins que Donald Trump est venu dire aux Européens qu'il n'était pas juste que les Américains payent pour leur protection, puis qu'il est allé serrer la main à Poutine et dire que finalement tout se passait bien avec Poutine. Alors on se demande un petit peu contre qui au juste Trump nous protège, si en fait Poutine n'est pas si méchant que cela. En réalité, au-delà de cette communication erratique, désordonnée, incohérente, le fond du problème, c'est l'explosion de l'espace atlantique. Désormais, cet espace est traversé par des axes qui ne se consolident plus, mais qui s'opposent. Si l'on fait très court et très synthétique,
Aux États-Unis, il y a 3 axes. Un axe Washington-Tel Aviv, structuré par le lobby pro-israélien et l'industrie pétrolière. Un axe Los Angeles-New York, qui s'oppose à Donald Trump et donc en partie à l'axe Washington-Tel Aviv, structuré par le Parti démocrate. Et un axe Détroit-Washington, incertain, mais pour l'instant bien existant, qui correspond à l'alignement d'une grande partie des décideurs de l'économie américaine sur l'administration Trump, parce que cette administration cherche à sauver l'Amérique industrielle. L'Europe aussi explose selon 3 axes. Il y a un axe Paris-Berlin, tout à fait évident et explicite. Plus discret, il y a un axe Londres-Rome. Londres et Rome viennent d'officialiser par exemple leur coopération pour un futur avion de combat. Le projet associe les Britanniques BAE et Rolls-Royce et l'Italien Leonardo, ainsi que le fabricant européen de missiles MBDA. Français et Allemands ont de leur côté officialisé leur coopération dans le lancement d'un avion de combat commun il y a quelques mois. Theresa May a précisé que cette initiative visait à garantir l'avenir à long terme de l'industrie de combat au Royaume-Uni. Et puis il y a un axe Budapest-Vienne. À Vienne, il y a maintenant un gouvernement conservateur qui a pris des positions anti-immigrationnistes très proches de celles du Hongrois Viktor Orban. D'une certaine façon, nous assistons à une surprenante résurrection de l'esprit de l'Empire austro-hongrois. L'émergence de cet axe s'accompagne d'une fragilisation interne de l'Allemagne, car l'Allemagne du Sud, en particulier la Bavière, regarde de plus en plus vers Vienne et tourne de plus en plus le dos à Berlin. Déjà en 2015, c'est lorsque Munich a envisagé de rétablir unilatéralement des contrôles à ses frontières que Berlin a suspendu les accords de Schengen. La dislocation de l'espace atlantique menace de répercussions jusqu'à l'intérieur des États constitutifs. Passons maintenant à l'Eurasie. On ne s'attardera pas sur ce que j'aurais envie d'appeler le Rocketman Trump Flying Circus, c'est-à-dire cette succession d'effets d'annonce et de réunions toutes plus surréalistes les unes que les autres entre Américains et Nord-Coréens, le tout culminant jusqu'à une rencontre pseudo-historique en réalité absolument ridicule entre Trump et Rocketman alias Kim Jong-un. Déjà en 2008, Américains et Nord-Coréens avaient fait mine de trouver un terrain d'entente et puis tout avait explosé. On va probablement connaître le même dénouement ici, les Américains s'apercevant, paraît-il après coup, que les Nord-Coréens ne sont pas très pressés de dénucléariser réellement leur pays. Un indice intéressant toutefois sur l'origine de l'apaisement soudain des tensions entre Corée du Nord et Washington il y a quelques semaines, les Américains ont exigé récemment du Japon qu'il se débarrasse de ses stocks de plutonium. La raison officielle est que les États-Unis redoutent que ces stocks ne soient dérobés par des organisations terroristes pour fabriquer des armes nucléaires ou des bombes sales. On peut se demander s'il n'y a pas là un indice des vraies motivations de Washington, à savoir enlever au Japon toute velléité de se doter d'armes nucléaires. Personnellement, je crois que les tensions dans la péninsule de Corée ont jusqu'ici été tolérées par les Américains parce qu'elles justifient leur présence militaire dans une zone cruciale à long terme. J'ai été étonné de voir Donald Trump et son équipe se rallier aussi soudainement aux tentatives sud-coréennes d'apaisement. Effectivement, une explication possible serait la crainte de voir le Japon se doter à nouveau d'une capacité militaire réelle, ce qui lui rendrait plus aisé dans quelques années, de se mettre à son tour à distance des États-Unis. Le conflit coréen, au lieu de servir la présence américaine en Asie de l'Est, menaçait peut-être de participer à son éviction. Que se passe-t-il sinon en Eurasie ? Forte montée des tensions terroristes au Pakistan, Afghanistan, Inde. Ici, nous sommes au cœur d'un grand jeu dont nous avons déjà parlé dans le cadre de la problématique générale des hydrocarbures. Le Pakistan et l'Inde sont en voie de réconciliation autour d'un projet énergétique impulsé par la Russie et l'Iran, et auquel la Chine est associée. L'Inde est désormais, semble-t-il, beaucoup plus fermement arrimée à l'organisation de coopération de Shanghai. Qui peut avoir intérêt à semer le chaos dans cette zone au moment précis où Russes, Chinois, Iraniens et Indiens s'entendent pour y tracer des gazoducs ? Réponse, tous ceux qui ne veulent pas que l'économie chinoise et l'économie indienne bénéficient des réserves de gaz naturel qui dorment sous le golfe Persique entre Iran et Qatar. De qui s'agit-il ? De l'Arabie Saoudite, qui a peur de l'essor iranien, d'Israël, qui est, on peut le dire maintenant, en guerre ouverte avec Téhéran, et des États-Unis, qui jouent à une autre échelle, une échelle planétaire, et qui ne veulent surtout pas de l'émergence d'une Eurasie intégrée et surproductive. L'intégration eurasiatique est en effet en grand progrès. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai
qui s'est tenu récemment en Chine, a vu les présidents russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, afficher leur unité et louer l'expansion de leur bloc asiatique. À cette occasion, Xi Jinping a souhaité la bienvenue à deux nouveaux venus et pas n'importe lesquels, l'Inde et le Pakistan. Si la tentative américaine de retournement du Kazakhstan échoue, l'intégration complète du bloc eurasiatique semblera bel et bien en voie d'être réalisée. Dans ce contexte, on ne s'étonnera pas de voir la radio américaine en ouïghour, Radio Free Asia, lancer une grande campagne de propagande visant à déstabiliser le Xinjiang. On ne s'étonnera pas non plus que le pouvoir chinois réagisse à cette campagne de propagande en intensifiant une répression très dure. Nous reparlerons plus loin quand nous examinerons les évolutions des politiques intérieures, de la nature de cette répression et du modèle répressif qui est en train de se mettre en place sur cette zone de fracture géopolitique. Très honnêtement, il y a de quoi avoir peur. Pendant ce temps-là, que fait Paris ? Eh bien, Paris se comporte en puissance opportuniste. Édouard Philippe est allé faire le VRP à Pékin, où il a négocié la levée de l'embargo sur le bœuf français, ainsi que de nouvelles commandes pour les avions Airbus. Emmanuel Macron, de son côté, a reçu à l'Élysée le chef de la junte militaire thaïlandaise pour signer l'achat d'un satellite. On rapprochera cet activisme commercial français en Eurasie du phénomène de dislocation observé précédemment dans l'espace atlantique. Si l'axe Paris-Berlin et l'axe Washington-Tel Aviv ont de plus en plus de mal à s'adosser, c'est d'abord parce que Washington-Tel Aviv est un partenaire de moins en moins profitable pour Paris-Berlin, les nouveaux marchés d'exportation émergents en Eurasie. Même si le destin du monde se joue évidemment autour de l'affrontement entre l'espace atlantique et l'Eurasie, les autres mondes ne constituent pas nécessairement des théâtres d'opérations purement secondaires. Sur ce point, je pense que je dois modifier ma méthode en m'intéressant davantage à l'Amérique latine et à l'Afrique. En Amérique latine, une question se pose. Avons-nous affaire à un continent à la dérive, ou bien faut-il décoder les événements, comme les manifestations à la surface, d'une bataille en profondeur entre l'Eurasie et le camp atlantique ? Au Nicaragua, la crise s'aggrave. L'opposition conteste le pouvoir du président Daniel Ortega. Celui-ci a répondu par une vague de répression brutale, tout à fait dans la tradition de l'Amérique centrale, usage de milices, violence ciblée contre les opposants. Dans la mesure où Ortega ne semble pas décidé à quitter le pouvoir, où l'opposition semble incapable de l'enchasser, et où de son côté, il n'a pas les moyens de mettre un terme aux troubles, il semble probable que le Nicaragua soit en train de basculer durablement dans le chaos. Le syndrome de la somalisation menace. Les Américains ont évacué une grande partie de leur personnel diplomatique et ont fortement déconseillé à leurs ressortissants de rester dans le pays. Question, qu'est-ce que ça cache en profondeur ? Ortega a autorisé récemment des manœuvres communes auxquelles doivent participer des représentants de nombreux pays, dont la Russie. 230 militaires russes seront accueillis par le Nicaragua de juillet à décembre. Il s'agit officiellement d'un exercice antidrogue. Des troupes venues du Venezuela et de Cuba, mais aussi du Mexique, sont prévues, ainsi que des représentants des États-Unis et de Taïwan. Au Venezuela, les choses sont plus claires. On sait maintenant qu'il y a eu récemment une tentative de putsch. Le complot, dont le nom de code était Opération Constitution, regroupait des officiers, y compris des officiers généraux, des 4 branches des forces armées vénézuéliennes. Le but était de capturer le président Nicolás Maduro et de le faire passer devant un tribunal d'exception. L'affaire avait été organisée depuis Bogota, mais les officiers colombiens et américains ont affirmé n'y avoir pris aucune part. L'opération a été cassée net à la mi-mai, quand plusieurs dizaines de hauts fonctionnaires et de hauts gradés de l'armée ont été secrètement arrêtés. Ils auraient été torturés. Apparemment, les comploteurs ont été trahis par un agent double. On peut supposer que ce n'est que partie remise et que la déstabilisation du Venezuela va se poursuivre. Actuellement, le pays souffre, comme nous l'avons vu, d'une forte baisse de ses capacités pétrolières. C'est un pays en hyperinflation où la majorité de la population souffre de privations réelles et sérieuses. Sans être aussi grave, la situation est également dégradée en Argentine. Là, c'est un gouvernement de droite
qui conduit une politique de rigueur. On assiste à la énième crise monétaire avec une perte de confiance dans la monnaie nationale. Une fois de plus, l'Argentine a dû solliciter l'aide du FMI. Le FMI est en partie à l'origine des troubles qui éclatent en ce moment à Haïti. Il y a une politique générale du FMI qui consiste à dissuader les pays pauvres de continuer à subventionner les produits pétroliers. Officiellement, il s'agit de réorienter les moyens vers des investissements d'infrastructures plus productifs. En réalité, il n'est pas exclu qu'il s'agisse surtout de faire baisser la consommation pétrolière dans les pays pauvres pour réserver une ressource de plus en plus rare aux pays riches. En Haïti, les conséquences sont dramatiques car en l'absence de subventions pétrolières, les produits pétroliers deviennent inaccessibles à une bonne partie de la population. Le pays est parcouru de troubles civils et, de façon moins spectaculaire que le Nicaragua, il semble à nouveau être happé dans une spirale de chaos. Au Mexique, une alternance politique majeure vient d'avoir lieu. Elle fait suite à une campagne électorale pour le moins surprenante. En effet, c'est un petit détail, mais il en dit long sur l'état réel du Mexique. Au cours de cette campagne, il y a eu, d'après ce que j'ai lu, la bagatelle de 130 assassinats politiques. Vous avez bien entendu, 130 candidats aux élections au Mexique ont été assassinés pendant la campagne électorale. À la fin, les élections ont quand même eu lieu. Il y a quand même eu un basculement de majorité. D'une certaine façon, on peut donc supposer que le Mexique est encore un pays doté d'un ordre institutionnel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un ordre institutionnel dans un pays où, pendant la campagne électorale, 130 candidats sont assassinés? Je ne sais pas. Enfin, on mentionnera le cas du Brésil, où l'ex-président Lula se prépare, semble-t-il, à faire campagne depuis sa cellule, car il est incarcéré. Que faut-il déduire de ces informations éparses? Je ne sais pas. Malheureusement, je ne parle ni espagnol ni portugais. La culture sud-américaine m'est complètement étrangère. J'avoue que dans ce domaine-là, je suis très novice, c'est un monde auquel je ne me suis jamais intéressé. Mais je reformule ma question, car je pense que c'est la question à se poser. Avons-nous simplement affaire à un continent à la dérive? Ça paraît relativement évident. Ou bien faut-il voir là un champ de bataille secret avec en profondeur des affrontements au Nicaragua, au Venezuela, en Argentine, au Mexique, au Brésil. Un focus particulier naturellement sur le Venezuela. On peut connecter la problématique vénézuélienne à ce que nous avons vu sur l'explosion de l'espace atlantique et la question des hydrocarbures. Il est clair qu'au moment où les Américains veulent clairement remettre nettement sous contrôle l'Europe, le contrôle du Venezuela est pour eux essentiel si par ailleurs il coupe aux Européens l'accès aux ressources en hydrocarbures russes et iraniens. En effet, en maîtrisant les ressources pétrolières du Venezuela, les États-Unis se donnent les moyens d'alimenter en énergie l'Europe de manière beaucoup plus crédible et sérieuse qu'avec leur gaz naturel liquéfié, ce qui peut amener les Européens à une moindre dépendance à l'égard de Moscou. En Afrique, quelques faits épars, là encore, on ne peut pas sur un format aussi court, balayer toute l'activité africaine, cela va de soi. On relèvera en Algérie et en Tunisie des purges très importantes dans les services de sécurité. Tandis qu'en Algérie, des règlements de compte internes opposent différentes factions à l'intérieur des classes dirigeantes en vue de la succession du président Bouteflika. Au Maroc, pendant ce temps, le pouvoir a fait le choix du durcissement. De lourdes peines de prison ferme ont été prononcées par la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca à l'encontre des accusés dans le cadre des événements d'Al-Hoceima. Les organisateurs de ces protestations ont même été condamnés jusqu'à 20 ans de prison. Sur la base de chefs d'inculpation, il est vrai très lourds, tentatives de sabotage, meurtre et pillage. Mais aussi, c'est intéressant de le relever, réception de fonds, de donations et d'autres moyens matériels destinés à mener et à financer une activité de propagande à même d'attenter à l'unité et la souveraineté du royaume. De toute évidence, Algérie, Tunisie et Maroc se préparent à gérer une forte instabilité dans les années qui viennent. Mais trois stratégies différentes semblent émerger. Le Maroc, dont la classe dirigeante est quasiment intégrée avec l'actuelle classe dirigeante française, fait le choix du durcissement et d'un modèle répressif. En Algérie, pays qui doit accueillir avec un grand soulagement la remontée des cours du pétrole, l'appareil d'État ne semble pas, à ce stade, en situation de définir une stratégie de long terme. Enfin, en Tunisie,
pays de toute façon en cours d'implosion, la gestion de la misère est manifestement sur le point d'être sous-traitée aux barbus. Quoi d'autre en Afrique? On peut signaler que l'Éthiopie et l'Érythrée ont opéré un rapprochement soudain après des décennies de guerre tantôt ouverte, tantôt larvée. Comment expliquer ce rapprochement? En réalité, il semble que ce soit les intérêts économiques qui aient poussé l'Éthiopie et l'Érythrée à enterrer la hache de guerre. La mer Rouge est sur le trajet d'un des corridors eurasiatiques que la Chine veut tracer dans le cadre du projet dit des nouvelles routes de la soie. L'Éthiopie a enfin commencé à se développer économiquement. Elle est en train de conduire une négociation tendue avec l'Égypte autour de la question de l'eau du Nil. La paix avec l'Érythrée permettra de faire transiter des marchandises par le port d'Assab, désenclavant ainsi le territoire éthiopien. À ce stade, on ne peut pas conclure sur l'évolution de cette région du monde. Prenons simplement note du fait que la Corne de l'Afrique est évidemment en interaction avec la question du commerce international eurasiatique. Passons maintenant au Moyen-Orient. Le Qatar et l'Arabie saoudite ne sont, semble-t-il, pas sur le point de se réconcilier. Le Conseil de coopération du Golfe est durablement fracturé. Une grille de lecture possible serait que le Qatar, qui est lié à la Turquie et qui a tenté de se rapprocher de l'Iran, doit être situé dans les réseaux soutenant la confrérie des frères musulmans, réseaux qui ont été expulsés d'Égypte il y a quelques années avec l'appui de l'Arabie saoudite. On peut se demander si la fracturation du Conseil de coopération du Golfe n'est pas un contre-coup de la fracturation de l'espace atlantique. L'axe Washington-Tel Aviv se prolonge en effet vers Riyad. On connaît les liens entre Paris et le Qatar. On sait aussi qu'il existe des liens entre Londres et Paris et entre Londres et le Qatar sur le plan militaire. La déstabilisation de la Libye en 2011 a été conduite avec ces trois puissances en fer de lance. Londres et Paris pour les armes, Doha pour l'argent. En arrière-plan, on retrouve évidemment les enjeux énergétiques. En tout cas, cela expliquerait les opérations en Libye. Cela expliquerait aussi pourquoi en Libye aujourd'hui, l'Ouest et l'Est divorcent et pourquoi le potentiel pétrolier libyen est en cours de contestation entre des acteurs locaux qui n'ont visiblement pas les mêmes sponsors internationaux. Comment interpréter dans ce cadre la surprenante demande d'adhésion du Qatar qui voudrait, semble-t-il, rentrer dans l'OTAN? Le Qatar n'est pas précisément un pays limitrophe de l'Atlantique Nord, mais il est vrai que nous ne sommes plus à une absurdité près s'agissant de l'OTAN. Mais surtout, pourquoi le Qatar demanderait-il aux États-Unis, qui sont tout-puissants au sein de l'OTAN, à rentrer dans cette organisation, maîtrisée donc par le principal parrain de leur rival local, l'Arabie saoudite? Une explication possible serait que les dirigeants qataris tentent de prendre le maximum de garanties possibles contre le risque d'une agression militaire saoudienne. Une autre explication est que le Qatar s'apprête à changer encore une fois de camp. Ce petit pays survit dans cet environnement instable en pratiquant une politique de la bascule permanente. Dans cette optique, Doha chercherait plutôt à prendre des garanties face à l'Iran. Il faut dire que la région connaît une spirale de violence assez terrifiante. Au Yémen, l'Arabie saoudite continue à conduire des opérations offensives extrêmement brutales. Le désastre humanitaire est majeur. Bien entendu, Paris est partie prenante dans cette opération. La France, il ne faut pas l'oublier, c'est le pays des droits de l'homme et des contrats avec les dictateurs. À cet égard, on remarquera que pour la première fois depuis qu'elle a signé le traité sur le commerce des armes, la France est en retard dans la production du rapport qu'elle doit remettre annuellement à l'organisme qui administre ce traité. Passons maintenant à la situation en Syrie. Comme je vous le disais il y a 3 mois, nous allons faire un point détaillé de temps en temps à ce sujet. Alors je ne vous représente pas la légende, ni l'esprit général de cette carte simplifiée. Je l'ai fait lors de sa première utilisation il y a quelques mois. Pour ceux qui ont besoin d'un moment pour assimiler le fonctionnement de cette présentation, je leur suggère simplement de mettre la vidéo en pause, de prendre le temps de décortiquer le volet de gauche, et ils auront compris comment ça fonctionne. On va commencer par rappeler à droite les éléments de contexte global. Donc on a déjà vu la forte augmentation des prix du pétrole, les tensions sur l'offre avec le problème du Venezuela, de la Libye et de l'Iran,
Une remarque, au moment où je suis en train de produire cette carte, on apprend que les rebelles yéménites attaquent 2 pétroliers saoudiens dans le détroit de Bab el-Mandeb, donc à l'entrée de la mer Rouge. Donc c'est là que vous voyez comment les problématiques moyen-orientales touchent aussi la Corne de l'Afrique. Je ne reviens pas sur l'explosion de l'espace atlantique, sur la consolidation de l'Organisation de coopération de Shanghai. On parlera plus loin de la guerre commerciale qui est maintenant ouverte entre les USA et la Chine, mais aussi entre l'USA et l'Europe. Mais il faut garder tout ça en tête quand on observe cette carte de Syrie, parce que évidemment, les acteurs qui agissent sur ce théâtre d'opération ont en tête ces enjeux extérieurs. L'enjeu extérieur le plus important étant évidemment la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien par Donald Trump, le fait qu'il ait rejeté les demandes européennes d'exemption concernant les sanctions sur les entreprises commerçant avec Téhéran. 3 éléments d'information complémentaires intéressants. Les États membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont octroyé à l'organisation le pouvoir de désigner les utilisateurs des armes prohibées. Cette mesure n'a pas été reconnue par la Russie, qui s'y est opposée. On voit bien de quoi il s'agit. En France, la société Lafarge a été inculpée pour complicité de crimes contre l'humanité et financement du terrorisme. On se souvient que Lafarge avait gardé ouverte une cimenterie en Syrie, alors que cet établissement était sous le contrôle de Daesh. Cette inculpation semble donner raison au journaliste Thierry Messant, qui nous avait prévenu il y a déjà un certain temps du fait que Lafarge travaillait effectivement avec l'État islamique. Alors on verra dans la suite de cette affaire jusqu'où est allée cette collaboration. Est-ce qu'elle a été aussi systématique et à aussi grande échelle que ce qu'a dit Thierry Messant? Ça, on ne peut pas encore le savoir, mais en tout cas, il semble bien que cette collaboration est maintenant avérée. La version officielle, c'est qu'il s'agit d'un dysfonctionnement interne à la société Lafarge, mais qui peut croire une seule minute que dans cette zone-là, dans ce contexte-là, Lafarge a gardé un établissement opérationnel sans que les services français soient au courant, et par conséquent sans que le pouvoir français soit au courant. Soyons sérieux. Enfin, on peut signaler un rapport des services scientifiques du Bundestag. Alors vous allez me dire comment, mais quoi, qu'est-ce que le service scientifique du Bundestag a à voir avec la Syrie? Eh bien, le service scientifique du Bundestag a pas mal de choses à voir avec la Syrie en ce moment. Les services scientifiques du Bundestag ont été sollicités par les députés allemands pour un avis d'experts concernant les questions juridiques relatives aux interventions militaires en Syrie. Conclusion, le gouvernement syrien a demandé l'aide de la Russie, par conséquent la présence militaire russe en Syrie est sans aucun doute légale en vertu des normes et règles actuellement reconnues dans le droit international. Il y a 2 aspects aux activités des États-Unis en Syrie. D'une part, la volonté de promouvoir un changement de régime. La fourniture d'armes aux insurgés dans cette optique est illégale. Il y a violation de l'interdiction du recours à la force en droit international, mentionnée dans la Charte des Nations Unies. Ensuite, il y a la lutte contre l'État islamique. Les États-Unis soutiennent que leur présence en Syrie est constitutive d'une réaction collective de légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, parce que l'État islamique en Syrie menace d'attaquer les États-Unis. Les services scientifiques du Bundestag relèvent que les Américains justifient cette position par le fait que la Syrie ne veut pas ou ne peut pas lutter contre l'État islamique. Selon les services scientifiques du Bundestag, cet argument n'est pas valable au regard du droit international en ce qui concerne Israël. Ces attaques contre le Hezbollah et contre les installations iraniennes en Syrie, ainsi que contre la Syrie elle-même, sont qualifiées par Israël d'autodéfense anticipée, au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais cet article ne peut être invoqué que si les attaques sont imminentes. Or, rien n'indique que de telles attaques aient été imminentes au moment où les Israéliens, de leur côté, ont frappé. Par conséquent, les attaques israéliennes ne sont pas de l'autodéfense anticipée, mais de l'autodéfense préventive, ce qui n'est pas un argument reconnu en droit international. Cette prise de position des services scientifiques du Bundestag n'est pas anodine. Elle vise manifestement à fonder en droit le refus allemand d'accompagner les Occidentaux, français, anglais et américains, dans une aventure en Syrie. Voyons maintenant la situation sur le terrain. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan a remporté une brillante victoire électorale. Il est intéressant de noter qu'il a reçu simultanément les félicitations chaleureuses de Vladimir Poutine et une suggestion amicale de Washington. Selon les Américains, ce serait l'occasion de renforcer la démocratie en Turquie. On voit bien qui était et qui n'était pas content du succès de M. Erdogan. L'intéressé n'en ayant visiblement pas grand-chose à faire de ce que peuvent bien lui raconter ses amis entre guillemets américains, nous rappelons quand même que la Turquie et les États-Unis sont tous les deux dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord,
Il a poursuivi et renforcé les purges qui visent à éliminer de l'appareil d'État et de l'armée turque tous les éléments incertains sur lesquels les Américains, par exemple, au hasard, pourraient s'appuyer pour essayer de déclencher un coup d'État dans le pays. C'est un mécanisme très classique. Un régime politique se durcit parce qu'il est menacé d'être renversé par une intervention étrangère et son durcissement va justifier la propagande visant à justifier son renversement. Tout ça est très classique. Il est intéressant de noter également que des attaques spéculatives se sont déchaînées contre l'économie et la monnaie turque, que l'agence de notation Fitch a dégradé la dette turque. Tout cela s'est produit dans les semaines précédant l'élection. Manifestement, quelqu'un avait décidé d'essayer de faire tomber la cote de popularité de M. Erdogan en associant son pouvoir à un relatif échec économique. Visiblement, ça n'a pas fonctionné du tout. Cette situation de guerre hors limite à l'intérieur de l'OTAN entre les États-Unis, probablement dans le cadre d'un accord avec Israël, et la Turquie n'a pas empêché une négociation dans laquelle la France a sans doute joué un rôle positif pour obtenir un recul kurde partiel de la région de Manbij, ce qui a permis à l'armée turque de patrouiller désormais cette région. Pour la première fois depuis pas mal de temps, il semble donc que Paris ait réellement marqué un point en Syrie. On doit le noter. Je me trompe peut-être parce que naturellement nous n'avons que les informations qu'on veut bien nous donner, mais il semble que nous sommes parvenus à déployer des forces très limitées, quelques dizaines de forces spéciales. Nous sommes parvenus à maximiser l'impact de ce déploiement limité et nous avons réellement joué un rôle positif pour plusieurs acteurs, évitant d'accentuer encore les fractures entre Turquie, États-Unis et forces kurdes. C'est exactement le travail que la France peut faire dans la région. Je suis obligé de le dire, on ne peut pas me soupçonner d'être un grand partisan d'Emmanuel Macron, mais si c'est la bonne lecture des événements, eh bien joué. L'intervention française très prudente dans cette région a été apparemment pour une fois bien calibrée. Je serai peut-être contredit dans les semaines qui viennent quand nous aurons d'autres informations, mais à ce stade en tout cas c'est la perception que je peux en avoir. La surprise, comme je vous le disais, c'est que l'armée arabe syrienne se tourne vers le front sud. Elle a sécurisé Deraa et repris le poste de douane de Nassib avec la Jordanie, ce qui rend à Damas la possibilité de commercer plus librement avec son voisin du sud. Plus important encore, elle s'est mise en marche vers le Golan et elle écrase au passage un certain nombre de groupes djihadistes dont certains avaient vaguement fait allégeance à l'État islamique, groupes djihadistes qui formaient une espèce d'écosystème un peu bizarre, plus ou moins sous contrôle israélien. Vous savez, dans cette région-là, tout le monde a un petit peu ses barbus, ses milices. Alors de la part des Turcs, ça n'est pas surprenant, personne ne s'étonnera que les Turcs aient des milices turkmènes pour travailler avec eux en Syrie. De la part des Saoudiens, des Qataris, ça n'est pas étonnant non plus, tout le monde comprend bien pourquoi des djihadistes salafistes peuvent effectivement être soutenus par l'Arabie saoudite et représenter ses intérêts sur certains théâtres d'opération. De la part de l'Iran, il n'est pas surprenant non plus que les Iraniens utilisent le Hezbollah comme un bras armé au Liban. Tout ça se passe entre chiites, on a bien compris pourquoi. C'est un peu plus surprenant évidemment de voir les Israéliens avoir leurs barbus à eux, leurs djihadistes à eux, puisque théoriquement les djihadistes en question sont des gens qui sont en guerre, n'est-ce pas, contre les juifs et les croisés. Mais quand on rentre en profondeur dans l'analyse de la nébuleuse djihadiste, on réalise que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a des partisans d'un djihad global qui ont une certaine perception des faits, et des partisans d'un djihad local qui ont une autre perception des faits, que certains acteurs passent d'une catégorie à l'autre très rapidement, que, en fin de compte, souvent la bonne grille de lecture est locale. Il faut savoir quel katiba a prêté allégeance à quel front est soutenu par quel ensemble d'acteurs géostratégiques, tout ça est extrêmement compliqué et à la fin, on a vu apparaître dans cette région un écosystème de barbus, de salafistes, de djihadistes de diverses sortes, plus ou moins soutenus et maîtrisés par l'État d'Israël, dont certains avaient plus ou moins fait allégeance à l'État islamique. Alors c'est pas très clair, c'est une allégeance dont on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure elle avait été reconnue à l'époque par le calife, mais c'est une réalité. Il y a une petite poche
reliés à l'État islamique dans cette région, et manifestement tout cela a été organisé, soutenu par les Israéliens, ce qui explique d'ailleurs qu'on ait eu un soutien logistique et qu'on ait même eu des djihadistes soignés dans des hôpitaux militaires israéliens ces dernières années. Je pensais que l'armée arabe syrienne n'allait pas pousser dans cette direction dans un premier temps, que Damas s'occuperait d'abord de réduire les poches de l'État islamique dans l'est du pays, de sécuriser le corridor terrestre chiite, que peut-être ensuite, après une négociation avec la Turquie, l'armée arabe syrienne grignoterait l'enclave rebelle d'Idlib, mais que la République arabe syrienne différerait la poussée vers le Golan, parce que là, évidemment, on est dans une zone extrêmement explosive, il y a un risque de réaction israélienne majeure, et les Russes doivent tenir compte de tous les problèmes que pourrait leur valoir sur le plan géostratégique une confrontation avec les réseaux pro-Israël dos au mur. Eh bien, à ma grande surprise, Damas doit se sentir vraiment très forte car l'armée arabe syrienne pousse vers le Golan. Alors ça a plusieurs conséquences. D'abord, les Israéliens ont favorisé l'évacuation des casques blancs, ces secouristes, entre guillemets, vous pouvez mettre 2 voire 3 paires de guillemets, qui agissaient dans les zones contrôlées par la rébellion. Une partie de ces casques blancs ont été évacués vers la Jordanie, pays qui a actuellement de très gros problèmes économiques et sociaux et qui est secoué par des troubles civils. Une autre partie a été évacuée vers plusieurs pays occidentaux, dont la France. Si vous pensez comme moi que casque blanc est souvent, en l'occurrence, un mot de code pour dire nos petites djihadistes à nous que nous avons utilisés dans le cadre d'une guerre non linéaire faite à la République arabe syrienne, ça veut dire que nous importons chez nous des gens qui peuvent à tout moment se retourner contre nous. Encore une bonne nouvelle. Tout cela a impliqué en tout cas une visite express de M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, à Tel Aviv, sans doute pour discuter avec les Israéliens de la définition d'une ligne rouge que l'armée arabe syrienne ne doit pas passer. Le problème, c'est que Bachar el-Assad a récemment déclaré que personne ne lui donnait des ordres, que d'ailleurs jusqu'ici, les Russes ne lui avaient pas imposé les opérations qu'il conduisait. Alors on va voir la suite. On va voir comment ça se passe. En tout cas, il fait très très chaud dans la région. Tout cela se passe au moment où on a une forte montée des tensions entre Israéliens et Palestiniens, avec des frappes israéliennes très violentes sur l'enclave de Gaza, les plus lourdes depuis de nombreuses années. Ça sent la poudre. Et l'État islamique dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, l'État islamique est en voie de résorption complète dans l'est de la Syrie, mais il se débat, il a lancé plusieurs offensives, en particulier dans les zones contrôlées par la République arabe syrienne. Il y a 2 interprétations possibles. Première interprétation, tout simplement, c'est le chant du cygne, c'est une organisation qui est en train de mourir, en tout cas sur place, et donc qui jette ses dernières forces dans le combat. Deuxième interprétation, il s'agit d'obliger l'armée arabe syrienne à se redéployer dans cette région, pour alléger la pression sur la zone devant le Golan contrôlée par les Israéliens, selon le niveau de contrôle et de coopération que vous admettrez ou pas entre l'État hébreu et l'État islamique, eh bien, vous pencherez sans doute pour une interprétation ou l'autre. Et sinon, quoi d'autre ? Eh bien, sinon, on peut mentionner la situation en Irak. Alors, en matière de violence politique et de démocratie à grands coups de fusil, l'Irak est probablement le seul pays dans le monde qui peut faire concurrence au Mexique. Au Mexique, quand il y a une campagne électorale, les cartels de la drogue font 130 morts. En Irak, on vote d'abord. Après, on essaye de voir combien de fois le scrutin a été truqué. Ensuite, il y a des basculements d'alliances dans tous les sens. Il y a une grande panique qui monte à Riyad quand on s'aperçoit qu'on a financé un monsieur, Moqtada El-Sadr, parce qu'on a pensé que finalement, il n'était pas en odeur de sainteté chez ses ex-sponsors iraniens avec lesquels il a toujours eu des relations très complexes, et puis au dernier moment, il se retourne pour intégrer une coalition plutôt pro-iranienne. Donc à ce moment-là, les gens qui jusque-là trouvaient que ces élections étaient parfaitement régulières se rendent compte finalement que non, elles ne l'étaient pas tant que ça. Comme la population est un peu énervée et que l'État islamique s'agite encore dans quelques zones reculées, on en profite pour exécuter quelques djihadistes, histoire de faire passer un message. Voilà, c'est la vie politique ordinaire en Irak, un pays sur lequel je pense un jour je ferai un zoom, comme sur le Mexique, parce que je crois qu'il faut regarder ces États malades de la violence. Malheureusement, ils sont probablement le miroir de notre avenir. Passons maintenant au volet économie et écologie.
Nous allons traiter ces deux problématiques ensemble parce qu'en pratique, elles sont étroitement liées. La question du moment, évidemment, c'est l'avenir du commerce international. On peut se demander s'il ne va pas vers une implosion pure et simple si la hausse des tarifs douaniers devait continuer et s'accentuer. La surprise, c'est que, en la matière, Trump est encore plus imprévisible que prévu. Je vous expliquerai pourquoi. Le fait maintenant marquant en matière économique de ces dernières semaines, pour moi, c'est un symbole. General Electric vient d'être éjecté du Dow Jones. General Electric faisait partie du Dow Jones depuis des générations. C'était un symbole de l'Amérique industrielle. La capitalisation boursière de cette société est désormais trop faible pour qu'elle reste à l'intérieur du Dow Jones. Désormais, le cœur de l'économie américaine, c'est quoi? L'hypertechnologie, la finance, Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter, ce genre de société. Alors c'est pas rien, naturellement, mais enfin, il y a quand même une question qui se pose là. General Electric, General Motors, ce genre de société sont des actifs tangibles. Google, c'est la vraie technologie, on sait ce que c'est. Amazon, c'est une sacrée machine quand même, d'accord. Mais Facebook, Twitter, c'est quoi ce truc exactement? C'est une pure création marketing. Au fond, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Ça explique le Trumpisme en partie. Ça explique que Corporate America, l'Amérique des grandes entreprises, ait accepté Trump, ce que Trump représente, et recherché à nouveau l'alliance avec une certaine classe moyenne. Il s'agit de sauver General Electric, de sauver une substance économique réelle à l'Amérique. Et ça nous amène à la question que l'actualité récente m'amène à poser. La Fed et Trump, exactement comment ça se passe? Alors évidemment, on ne peut pas répondre à cette question-là pour l'instant, puisque de toute façon, Trump a nommé le nouveau président de la Fed, Jerome Powell, qui vient des rangs du Parti républicain, et qui est clairement là pour défendre les intérêts de l'administration Trump, du moins on peut le penser. Mais le président de la Fed ne décide pas tout, loin de là. Il a besoin du consensus des gouverneurs, il a besoin, d'une manière générale, de l'appui des milieux financiers. Où en est-on à ce niveau-là? C'est difficile à dire. Pour l'instant, comme je vous l'expliquais dans ma dernière revue d'actualité, Trump a acheté Corporate America, il a déversé de gros moyens, de grandes ressources en liquidités, en avantages fiscaux sur les grandes entreprises américaines. Alors pour l'instant, elles le soutiennent et pour l'instant, la Fed continue dans une certaine mesure, prudemment, à accompagner la politique de Donald Trump. Mais jusqu'où et pour combien de temps, ça, la question reste ouverte. Alors parcourons maintenant les faits marquants de l'actualité récente dans les domaines économiques et écologiques. On va commencer par les alertes éco-sanitaires. Et on va voir tout de suite pourquoi économie et écologie sont étroitement liées. Les États-Unis vont probablement avoir, à brève échéance, un problème de traitement de leurs déchets. Pourquoi? Parce que la Chine ne veut plus de leurs poubelles. En 2017 encore, la Chine a acheté plus de la moitié des déchets recyclables apportés par les États-Unis. Au niveau mondial, actuellement, pratiquement les 3/4 des déchets plastiques finissent en Chine. Mais depuis janvier, les frontières chinoises se sont fermées à une grande partie de ces importations de déchets. Conséquence d'une nouvelle politique environnementale de Pékin, on a vu, par exemple avec le cas de l'électrification du parc automobile, que c'était une priorité maintenant en Chine. La Chine est tout simplement devenue trop riche pour continuer à être la poubelle de la planète. D'ici 2020, on s'attend à ce que la quasi-totalité des importations chinoises de déchets disparaissent. Ça sera donc une transition très brutale et il va falloir trouver de nouveaux lieux de retraitement. Il y a toute une industrie du traitement de déchets à remettre en place dans d'autres pays. Évidemment, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis n'arrangent rien. On peut penser que les Chinois vont se faire un plaisir de ne pas coopérer avec les Américains dans le traitement de ce dossier, étant donné la façon dont les Américains les traitent sur d'autres dossiers. Et on va avoir là typiquement un exemple des problèmes de gestion environnementale dans un système économique globalisé en train de se fractionner. Car il y a quelque chose qui peut être encore plus dangereux qu'une mondialisation qui fonctionne, c'est une mondialisation qui ne fonctionne pas. En France, l'actualité sur ce plan, ça a été le glyphosate. Le Parlement a rejeté un amendement sur l'interdiction du glyphosate. Résultat, rumeur de corruption, rumeur qu'on peut probablement considérer comme au moins en partie fondée. Il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron avait promis cette interdiction, mais tout simplement ce qui s'est passé, c'est que des intérêts économiques, à la fois dans l'industrie chimique et probablement pour la filière agricole industrielle, ont pesé en sens contraire. En tout cas, le résultat, c'est une perte de crédibilité sensible du Parlement. Autre information intéressante, une récente pénurie de bitume. Une réunion a même été convoquée au ministère des Transports récemment, car certaines entreprises routières sont obligées de ralentir, voire d'arrêter des travaux routiers. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement qu'avec la grève de la SNCF, il y a eu un très fort report
du transport de fret vers la route. Résultat, on manque de camions et de chauffeurs. Du coup, difficulté d'approvisionnement en chaîne. On a là une belle illustration de la fragilité de nos schémas logistiques ultra intégrés en flux tendu avec de faibles capacités de dévulnérabilisation. Intéressons-nous maintenant à la planète finance, à la planète monnaie et au vaste casino globalisé qui sert d'économie par les temps qui courent. Alors, la grande nouvelle, c'est que la Chine a officiellement rejoint le peloton de tête des économies à fort endettement. Le ratio endettement total des acteurs non financiers sur PIB a en effet désormais largement et indiscutablement franchi la barre des 200% en Chine. Bienvenue au club. Ce que ça veut dire, c'est quoi ? C'est d'abord que le dragon industriel chinois a d'énormes problèmes en perspective. Compte tenu de sa pyramide démographique, de son taux d'endettement, du fait que, après avoir touché un énorme dividende démographique grâce à la politique de l'enfant unique pendant 40 ans, elle va maintenant se retrouver avec une pyramide des âges déséquilibrée où le ratio actif sur retraité va se dégrader. Compte tenu donc de ce taux d'endettement qui est déjà supérieur à 200%, eh bien l'économie chinoise a des fondamentaux qui commencent à rappeler, sur une beaucoup plus grande échelle et avec moins de réserves et moins d'aisance au départ, les fondamentaux de l'économie japonaise il y a 20 ou 25 ans. Ça veut dire que si, après 2008, la Chine a pu prendre le relais des États-Unis comme locomotive de la croissance mondiale, ce ne sera pas le cas la prochaine fois que le système économique global va connaître un accident majeur. Désormais, il faudra traîner la Chine, ce n'est plus elle qui traînera les autres. L'autre information intéressante concernant le casino globalisé, c'est ce qui s'est passé récemment chez nos voisins suisses. Alors c'est une petite chose, mais cette petite chose en dit très long, c'est le sort de l'initiative Monnaie Pleine. C'est un référendum d'initiative populaire consistant à proposer à la population suisse une modification dans le fonctionnement du système financier. Désormais, il aurait fallu que les banques couvrent totalement leurs engagements monétaires, c'est-à-dire les dépôts à vue et comptes courants, par des encaisses en billets ou des avoirs en compte de virement auprès de la Banque nationale suisse. Concrètement, Monnaie Pleine, cela voulait dire qu'on renonçait au système du multiplicateur bancaire. Qu'est-ce que c'est le multiplicateur bancaire ? Eh bien, le multiplicateur bancaire, c'est le système qui permet à une banque, quand elle a 10 € en encaisse en billets ou en avoir auprès de la Banque centrale, de fabriquer en quelque sorte approximativement 90 €. On place un ratio entre les fonds propres de la banque et ses dépôts à vue et comptes courants et on dit que ce ratio doit être d'au moins 10%. Pourquoi ça marche ? Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe quand une banque vous prête de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent ? Vous allez le remettre dans un compte à la banque. Ou bien vous allez l'utiliser pour payer quelqu'un qui, à son tour, va remettre cet argent à la banque. Comme la banque voit revenir dans ses comptes l'argent qu'elle prête, elle peut se permettre de le prêter un certain nombre de fois. Je vous passe les détails. C'est ça le multiplicateur bancaire, et c'est à cette logique que l'initiative Monnaie Pleine voulait mettre fin. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que l'initiative Monnaie Pleine a été assez massivement rejetée par la population suisse. 1/3 des électeurs ont voté, les 3/4 ont dit non. Pourtant, cette initiative, qui a été moquée par ses détracteurs, était loin d'être stupide. En substance, les adversaires de Monnaie Pleine ont avancé 2 grands arguments. D'abord, ils ont rappelé que la mécanique du crédit, enclenchée par le principe du multiplicateur bancaire, avait été à l'origine de l'expansion du système capitaliste depuis plus de 2 siècles. Ensuite, ils ont dit, en partie d'ailleurs à juste titre, que cette mécanique du crédit n'était pas stricto sensu à l'origine des excès de la finance spéculative contemporaine. Mais ces arguments sont un peu courts. Ce n'est pas parce qu'un système a fonctionné pendant très longtemps qu'il doit fonctionner éternellement. À un certain moment, il peut atteindre un point où il s'est tellement emballé qu'il a fini par saper ses propres fondements. Et c'est probablement ce qui s'est passé avec le système du crédit fondé sur le principe du multiplicateur bancaire. On en est arrivé à une création de masse monétaire sans rapport avec la richesse réelle, quelle que soit la définition qu'on donne du terme réel, ce qui d'ailleurs est en soi un grand débat. La dette totale, tous acteurs non financiers confondus, est égale dans les pays développés à près de 300% du PIB, alors que la croissance réelle est faible ou nulle. Il est évident qu'il y a un problème. Ceux qui le nient en disant que tout ça n'est pas très grave, il suffira d'émettre à nouveau de l'argent pour rembourser la dette, enclenchent une fuite en avant dont les conséquences à moyen terme ne sont que trop prévisibles. Ensuite, même si la logique du multiplicateur bancaire n'est pas directement à l'origine des excès de la finance spéculative,
elle en est indirectement la cause profonde. C'est parce qu'il y a trop d'argent dans le système qu'on a besoin de fabriquer une finance spéculative démesurée pour rémunérer artificiellement un capital surabondant. En soi, l'initiative Monnaie Pleine était donc plaidable. Elle aurait eu le mérite de faire de la Suisse le premier pays à rompre en réalité profondément, sérieusement, avec la dynamique du capitalisme financiarisé, ce qui n'aurait pas été un petit paradoxe. Pour autant, il n'est pas surprenant que cette initiative ait échoué. Pourquoi ? Tout simplement parce que si elle avait réussi, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, d'un seul coup, on aurait eu la vérité des prix. On n'aurait justement pas pu continuer à fabriquer de l'argent fictif adossé à de l'argent fictif. Et les bulles qui maintiennent en apesanteur artificiellement des milliers de milliards de dollars de valeurs totalement fictives auraient implosé. Pourquoi les Suisses auraient-ils voté pour cela alors que leur pays dépend en grande partie de l'économie financiarisée ? L'échec de Monnaie Pleine nous a permis de mesurer la proportion de la population qui s'intéresse à cette question de fond, à peu près une personne sur 3, et de voir à l'intérieur de cette opinion éclairée quelle proportion de gens souhaitent la vérité des prix, souhaitent sortir du système actuel de cautionnement absurde d'une fausse richesse par une fausse richesse. Réponse, une personne sur 4. Une personne sur 4 d'une personne sur 3, ça fait une personne sur 12 qui veut la vérité même quand la vérité fait mal. Voilà, on a compris pourquoi le casino globalisé continue à tourner, alors qu'en réalité, tout le monde sait qu'il ne repose plus sur des richesses réelles. Il faut comprendre aussi que l'économie actuelle, c'est un peu la planète Scarface. Les marchés criminels pèsent environ 1% du PIB mondial. Les marchés gris, les marchés de la contrefaçon en particulier, d'autres activités qui sans être criminelles sont d'une légalité douteuse, pèsent 3 ou 4%. Ce poids des marchés n'est pas forcément indicatif du poids des revenus, car ces activités sont souvent à forte rentabilité. On peut se demander si ça n'était pas une des raisons de l'envolée du Bitcoin. Il y a quelques mois, je vous avais dit que j'étais très prudent sur le Bitcoin et qu'il fallait faire attention à cet actif dont la forme générale ressemblait à une courbe de bulle. Eh bien, la fête est finie. Ces 6 derniers mois, la valeur du Bitcoin a été divisée par 3. Alors il a rebondi récemment, mais à mon avis la chute peut se poursuivre. Le Bitcoin a servi à faire pas mal de blanchiment. Le Bitcoin a donné lieu à des manipulations sur un marché pour l'essentiel non régulé, maîtrisé en partie par quelques grands acteurs qui avaient la possibilité de revendre leurs actifs soudainement au plus haut. Pour pouvoir fonctionner, il faut que le grand casino globalisé détruise de la valeur régulièrement. Parce qu'il faut qu'il y ait des perdants pour que les gagnants puissent rémunérer un capital en excès. Manifestement, le Bitcoin a servi entre autres à cela ces derniers temps. Ce type de monnaie non étatique, ça a évidemment un grand intérêt, mais attention, il faut se méfier, ça peut aussi donner lieu à de belles arnaques. Une autre nouvelle intéressante qui nous vient de la planète Scarface, c'est le démantèlement d'un grand réseau de corruption autour du pétrole vénézuélien. La justice américaine vient d'arrêter 2 personnes dans le cadre du démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent de fonds détournés du groupe pétrolier de l'État vénézuélien. On parle de plus d'1 milliard de dollars. Le système reposait sur l'usage de faux investissements via un réseau d'agences immobilières de Floride. Ce que la nouvelle ne nous dit pas, c'est si ce système a été mis en place uniquement par des intérêts privés ou s'il est rentré dans le cadre d'une stratégie générale de pourrissement de la société et de l'économie vénézuélienne par la CIA, et si, en l'occurrence, le réseau n'est pas démantelé parce que certains des petits malins utilisés par la centrale de renseignement américaine ont été trop gourmands. Mais évidemment, c'est moi qui dis ça et je vois le mal partout. Aux États-Unis, en attendant, la conjoncture est apparemment porteuse. On annonce un taux de croissance annuel de l'ordre de 4%. Bien entendu, le président Trump va en tirer argument pour les élections de mi-mandat, il aurait tort de se gêner. Cela dit, obtenir un taux de croissance élevé alors qu'on a ouvert toutes les vannes du crédit, recouru au déficit budgétaire et laissé filer les taux d'endettement, ça n'a rien d'exceptionnel. En fait, nous pourrons juger de la performance réelle des réformes prises par Donald Trump à peu près à la fin de son premier mandat. Pour l'instant, étant donné qu'il lui a fallu plus d'1 an pour implémenter ces réformes, ce qu'on voit, c'est un boom temporaire lié à un climat général porteur grâce à une politique monétaire et fiscale extrêmement laxiste.
Il y a quelques signaux annonciateurs d'un retournement conjoncturel à venir avant la fin du premier mandat de Donald Trump, en particulier le plafonnement du marché de l'immobilier. En Europe, malgré une politique monétaire toujours très accommodante de la part de la Banque centrale européenne qui semble prête à retarder la fin de son quantitative easing pour soutenir l'activité, les fondamentaux économiques sont cependant encore plus dégradés, essentiellement pour des raisons démographiques, et on commence à observer un ralentissement très net dans la zone euro, en particulier en France et en Allemagne. Les autorités font semblant d'être surprises par ce ralentissement. Je ne prétends pas être un génie économique et je vous avais annoncé déjà, il y a plus d'un an, qu'il y allait y avoir un retournement cyclique dans le courant du mandat d'Emmanuel Macron et que, statistiquement, étant donné la courbe des retournements cycliques depuis fort longtemps, on pouvait s'y attendre pour les années 2019 ou 2020. Manifestement, c'est la direction que nous prenons, avec une croissance en France qui semble devoir plafonner aux alentours de 1% annuel pour l'année 2018, du moins si on en juge par le résultat trimestriel qui vient de tomber, 0,2% d'un trimestre sur l'autre, au deuxième trimestre 2018. Apparemment, il n'y a pas d'effet Macron sur la croissance française, il n'y avait d'ailleurs pas de raison pour qu'il y en ait. La politique d'Emmanuel Macron n'est pas très différente de celle qu'aurait conduit quelqu'un comme François Fillon. Elle est inscrite dans l'austérité ordolibérale d'inspiration allemande. Elle ne résout absolument pas la question de la contraction de la demande solvable. Étant donné que la France n'est pas dans la situation compétitive de l'Allemagne sur le plan du commerce international, une stratégie de déflation compétitive a peu de chances de nous profiter beaucoup. Notre commerce extérieur repose en grande partie sur les grands contrats. Et donc Emmanuel Macron va obtenir des résultats économiques, certes pas catastrophiques, mais pas très brillants non plus. Il y a au moins un domaine où sa politique a fait des heureux. On apprend récemment que les ventes de biens de luxe à Paris ont augmenté de 30% en un an. Alors là, vous avez un effet effectivement de politique d'attraction du territoire qui tire profit aussi du Brexit, du fait qu'un certain nombre d'institutions financières s'apprêtent à quitter Londres pour s'installer à Paris. Est-ce que c'est une politique économique saine à long terme? Je ne crois pas, mais ça peut créer effectivement une illusion de richesse temporaire. En tout cas, là où vivent les électeurs d'Emmanuel Macron, là où vivent les cadres d'En Marche dans certaines métropoles. L'actualité du commerce international, c'est d'abord que la Chine pulvérise ses propres records en matière d'excédents commerciaux par rapport aux États-Unis. L'excédent commercial chinois dépasse désormais 30 milliards de dollars par mois. La réponse de Washington, cela a été de lancer la guerre commerciale en relevant les barrières douanières tarifaires. Début juillet, des droits de douane de 25% ont été imposés sur les automobiles, les disques durs ou des composants d'avions. Pékin a parlé de la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique. Des mesures chinoises de rétorsion ont été prises immédiatement. En tout, on estime que Washington va frapper de taxes punitives pour environ 50 milliards de dollars d'importation annuelle. On est donc encore loin d'un protectionnisme systématique, mais on est clairement sorti des mesures symboliques. 50 milliards de dollars, ce n'est quand même pas une paille. Trump s'est déclaré prêt à aller jusqu'à un total de 450 milliards de dollars de produits chinois taxés lors de leur importation aux États-Unis, ce qui représenterait l'essentiel des importations venues de Chine. Quand on aime, on ne compte pas. Donald Trump a également déclaré la guerre commerciale à l'Union européenne. Il faut dire que sur ce point, il n'a pas tellement le choix. En effet, quand un pays commence à relever ses barrières douanières sur certains biens, il peut assez difficilement ne pas le faire par rapport à tous ses fournisseurs potentiels. S'il ne le fait pas, certains fournisseurs potentiels vont naturellement se transformer en plateforme de réexportation pour d'autres pays exportateurs frappés par les tarifs punitifs. Si la Chine a délibérément ciblé des importations américaines provenant d'États soutien politique de Donald Trump, donc en particulier des importations alimentaires et agricoles, l'Union européenne, elle, a visé des symboles, les jeans, le Bourbon, les Harley-Davidson. La guerre commerciale déclenchée par les États-Unis et l'Union européenne reste cependant quantitativement beaucoup moins lourde que celle déclenchée par Washington par rapport à Pékin. L'ordre de grandeur se situe entre 3 et 7 milliards de dollars. On est donc sur des montants beaucoup plus faibles. Mais attention, ce n'est peut-être qu'un début. Les Européens redoutent en effet que Washington ne taxe massivement les importations de voitures. Pour l'Allemagne, c'est un enjeu essentiel. Dans ces conditions, Harley-Davidson a annoncé
annoncé qu'il allait délocaliser sa production. Trump a réagi en accusant le groupe de tirer profit des circonstances pour justifier une décision qui en réalité avait été prise préalablement. Le risque d'implosion du commerce international devient de plus en plus évident. Peu de gens y ont prêté attention, mais récemment, Rome a torpillé le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le vice-premier ministre italien, Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, a en effet confirmé que sa majorité parlementaire rejetterait cet accord, ce qui compromet son existence même. Non ratifié par l'Italie, le CETA ne pourra en effet pas entrer en vigueur. Dans ce contexte, la signature récente à Tokyo d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon a été présentée comme un message contre le protectionnisme. En pratique, il s'agit d'un accord entre deux acteurs qui tous deux sont actuellement d'une certaine façon des gagnants du libre-échange. Après une période où son commerce extérieur s'est dégradé suite à l'accident nucléaire de Fukushima, le Japon a renoué avec les excédents en 2016. Étant donné les perspectives démographiques du pays, il est évident que la puissante industrie japonaise doit compter sur l'exportation pour se développer. Mutatis mutandis, le même phénomène existe dans l'Union européenne avec cette petite réplique intérieure du Japon qu'est l'Allemagne. Mais ces économies puissantes et exportatrices ne pourront continuer à jouer le jeu que si les économies importatrices le jouent aussi. Les décisions de Donald Trump ont probablement sifflé la fin de la récréation. Et le traité de libre-échange Union européenne-Japon n'y changera pas grand-chose. Le commerce international est bel et bien en route vers l'implosion parce que la dislocation géopolitique qui est en train de se propager à travers la planète ne peut pas ne pas avoir de conséquences dans ce domaine. On relèvera au passage que les relations États-Unis-Union européenne vont probablement continuer à se dégrader, également du fait de l'agressivité croissante des Européens concernant les géants américains de la nouvelle économie. Bruxelles s'apprête à infliger à Google une nouvelle amende de plusieurs milliards d'euros. Il s'agit cette fois de sanctionner un abus de position dominante lié au système d'exploitation pour smartphone Android. De toute évidence, au moment où, pour sauver son industrie automobile, Trump s'apprête à torpiller l'industrie automobile allemande, l'Union européenne, de son côté, pour pouvoir lancer une industrie des nouvelles technologies à la hauteur du potentiel technologique, scientifique et industriel allemand, s'apprête à frapper Google et sans doute demain Amazon, Facebook, Apple. C'est une véritable guerre qui est en train de commencer à l'intérieur même de l'espace atlantique pour des questions commerciales, financières et économiques. Dans ce contexte, on remarquera également que toutes les opinions du monde sont en train de basculer sur la question de la mondialisation. En France, selon un sondage récent, 60% des gens ont une mauvaise opinion de la mondialisation et, ce qui est plus surprenant, c'est également le cas de 58% des personnes appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures. Les motivations de ce rejet montrent que la population a maintenant compris la nature du problème. On accuse la mondialisation d'être instable, de transmettre les crises, d'être déloyale parce qu'elle repose sur une concurrence non régulée et surtout d'être fondamentalement antidémocratique puisqu'elle contraint les pouvoirs élus à s'effacer devant des puissances financières transnationales non élues. Cette mutation de l'opinion va probablement faciliter le mécanisme d'implosion du commerce international. Cette fois, il semble bien que nous sommes engagés pour la démondialisation. Certains ont cru que cela arriverait dès la crise de 2008, ça n'a pas été le cas, mais effectivement, quand on regarde les réalités telles qu'elles sont, on se dit que lorsque le retournement cyclique va se produire, probablement en 2019 ou 2020, et que, à nouveau, il faudra sauver certains géants industriels en catastrophe, l'effondrement du commerce international, qui a été évité de justesse en 2008-2009, ne pourra plus être évité. Alors il ne faut pas perdre de vue que la dernière fois qu'une mondialisation a implosé en plein vol, c'était en 1914. Cela dit, avant de conclure sur le volet économie et écologie, je voudrais que nous passions un moment sur la réalité de la production. J'aime bien traquer dans les informations tout ce qui correspond à des questions de fond sur la réalité de ce qui se passe au niveau des chaînes productives et logistiques. J'ai relevé un certain nombre d'informations dans l'actualité récente parce que ces informations donnent un éclairage intéressant sur certaines évolutions en cours. La nouvelle politique énergétique lancée récemment par le gouvernement togolais me semble bien représentative de l'intérêt et des limites de la stratégie prônée pour les Africains, à savoir le contournement du détour industriel. L'idée, c'est que l'Afrique, qui n'a pas fait sa révolution industrielle, pourrait éviter d'avoir à la faire
pour entrer directement dans des sociétés post-industrielles. La nouvelle politique énergétique togolaise vise en effet un accès universel à l'électricité dans ce petit pays d'Afrique d'ici 2030, mais en s'appuyant presque exclusivement sur les énergies renouvelables. Un investissement d'1,5 milliard d'euros sera nécessaire, ce qui peut paraître dérisoire par rapport aux masses financières dans l'économie globalisée contemporaine, mais qui est tout à fait significatif pour un pays comme le Togo. Un des aspects les plus intéressants de ce programme, c'est le développement de l'énergie solaire par la vente de kits individuels aux foyers les plus reculés, mais aussi par la construction d'une 60aine de mini-centrales solaires. Là où on voit bien les limites de cette stratégie de contournement de l'industriel, c'est que, n'est-ce pas, ces mini-centrales solaires, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un pour les construire. Et qui va les construire? Eh bien, des entreprises françaises, dont EDF en particulier. Alors certes, l'Afrique contourne l'industrie d'une certaine façon, mais en réalité, ce contournement lui-même n'est rendu possible que par le déploiement d'un outil de production et d'une logistique à caractère industriel. Aux États-Unis, Trump va commencer à réaliser la complexité du programme protectionniste qu'il se dit prêt à déployer dans l'hypothèse où ses interlocuteurs n'accepteraient pas une révision radicale des termes de l'échange en faveur des États-Unis. Il faut comprendre que la démarche de Donald Trump peut avoir deux significations. Dans une première hypothèse, il s'agit en réalité simplement pour lui de se mettre en position de force avant de renégocier des accords commerciaux. En réalité, dans cette optique, il ne veut pas fondamentalement remettre en cause le libre-échange. D'un autre côté, s'il n'obtient pas ces renégociations, ce qui risque de se passer, c'est qu'il sera entraîné dans une dynamique protectionniste qui, passé un certain stade, sera difficile à maîtriser. En effet, les acteurs économiques vont se réorganiser dans un cadre protectionniste. Une fois qu'ils auront commencé à le faire, ils ne voudront plus entendre parler d'un retour en arrière. Aux USA, l'American Institute for International Steel, une association qui représente toutes les entreprises dépendantes de l'acier, et en particulier de l'acier importé aux USA, vient de porter plainte contre les surtaxes imposées par l'administration Trump. En effet, ces surtaxes ont fait plaisir aux sidérurgistes américains. C'est ce qu'on pourrait appeler la partie US Steel du programme de Donald Trump. Mais elles n'ont pas fait plaisir aux entreprises qui utilisent de l'acier aux États-Unis sans le produire, parce que ces entreprises se doutent bien que US Steel ne pourra pas nécessairement produire tous les types d'acier que l'on importait jusqu'ici à un prix aussi compétitif que les prix chinois en particulier. Je ne sais pas ce que sera l'issue de cette plainte, mais ce qui est certain, c'est qu'elle montre bien la nature du problème. Une économie physique de production, ça se planifie plusieurs années à l'avance. On ne construit pas un haut fourneau du jour au lendemain. On ne met pas en place une filière complète sidérurgie-métallurgie du jour au lendemain. Ce genre d'investissement se pense au moins 5 ou 6 ans à l'avance. La période de retour sur investissement est souvent longue. À mon avis, Trump a comme objectif de renégocier en position de force avec l'Europe, mais de relever des barrières protectionnistes structurelles avec la Chine. Le problème est qu'il ne pourra le faire que si les Européens, à leur tour, montent des barrières protectionnistes avec la Chine. La mise sous contrôle politique de l'Europe est donc essentielle pour la cohérence du projet de Donald Trump. Même si on peut douter que le président américain lui-même se soucie beaucoup de cette cohérence, il y a certainement auprès de lui des gens qui, eux, savent très bien comment tout cela fonctionne et qui vont y veiller. C'est maintenant que ça se décide. Dans 1 an, dans 2 ans, quand les mécaniques seront enclenchées, il sera très compliqué de revenir en arrière parce que les politiques d'investissement auront été ajustées. Voilà pourquoi Trump est, si j'ose dire, encore plus imprévisible que prévu. En réalité, derrière lui, en arrière-plan, il y a certainement des gens qui réfléchissent à ces questions. Mais on ne peut rien savoir sur ce qu'ils ont en tête, en tout cas on ne peut rien savoir de manière solide, parce qu'il ne faut tenir aucun compte de ce que raconte Donald Trump. Quand on analyse sa communication de ces dernières semaines, on voit très bien de quoi il s'agit. Trump ne parle pas de ces questions-là, des questions de fond relatives à l'évolution de l'économie physique de production. Trump parle à son électorat, Trump parle à l'homme de la rue aux États-Unis. Il sait qu'il a affaire à une opinion qui a une mémoire de poisson rouge, qui est caractérisée par le syndrome d'inattention, et la seule chose qui l'intéresse, c'est de bombarder cette opinion avec des messages dynamiques et positifs pour gagner les élections de mi-mandat. Donc non seulement Trump change tout le temps d'avis, mais en plus, à un instant donné, il peut raconter à peu près n'importe quoi parce que c'est de la communication, c'est à visée électorale interne. Donc ne perdons plus notre temps à analyser les propos de Donald Trump sur le commerce international.
Regardons simplement ce qui se fait concrètement et gardons en tête cette idée très simple. Pour l'instant, la masse de produits chinois visés par les taxes de Trump ne représente qu'une faible fraction du commerce extérieur chinois. Mais ce n'est plus tout à fait symbolique. 50 milliards de dollars, ce n'est plus tout à fait symbolique. En revanche, à ce stade, à l'égard de l'Union européenne, on est encore essentiellement dans le symbole. Dans 1 an, 2 au maximum, il faudra que cette situation ait été clarifiée, sinon des décisions d'investissement lourdes vont commencer à être prises, et une fois qu'elles seront prises, il sera très compliqué de revenir en arrière. 3 autres informations ont attiré mon attention dans ce qu'on pourrait appeler la réalité de la production actuellement. D'abord, les problèmes de M. Drahi avec SFR. Alors vous allez me dire, Patrick Drahi et réalité de la production, ça ne va pas très bien ensemble. Mais c'est qu'en fait, M. Drahi est rattrapé précisément par cette réalité. Patrick Drahi a racheté SFR il y a quelques années. Il l'a géré dans une perspective purement financière. Il n'y a pas eu de politique industrielle cohérente et aujourd'hui, la société est en difficulté. Elle ne cesse de perdre des abonnés. M. Drahi voudrait revendre SFR à Bouygues, le tout sous le haut patronage de la maison Rothschild. Le problème, c'est que Bouygues, c'est une boîte assez solide où on sait ce que c'est de gérer de l'industriel. Et Bouygues n'est pas prêt à racheter SFR à n'importe quel prix. Je vous rappelle que Bouygues doit une fière chandelle à Rothschild, puisque au moment de la revente d'Alstom, Bouygues a pu sortir d'Alstom dans de bonnes conditions grâce à Rothschild. En effet, la banque Rothschild a activé ses relais politiques pour que l'affaire Alstom soit traitée dans un sens très favorable à l'actionnaire Bouygues. Qui était le relais politique à l'époque de la banque Rothschild au sein du pouvoir français ? C'était quelqu'un au secrétariat général de l'Élysée, quelqu'un qui s'appelait Emmanuel Macron. Apparemment, le fait que Bouygues se fasse tirer l'oreille ne plaît pas à M. Drahi. Il n'y a pas que SFR pour être rattrapé par les réalités de la production. On a beaucoup parlé récemment des ennuis de la SNCF et du fait que beaucoup d'aspects de la gestion de cette société étaient contestables. C'est un fait. Cela dit, il n'y a pas que la SNCF dont la gestion soit contestable. Récemment, le directeur général d'une compagnie ferroviaire britannique, GTR, a dû démissionner à cause du chaos provoqué par une refonte des horaires des trains. Cette franchise privée, la plus grande du Royaume-Uni, a une fois de plus illustré l'échec global de la privatisation du rail opérée en 1994 en Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer n'importe quel caprice aux cheminots, ni accepter que la SNCF continue à être mal gérée. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la privatisation, c'est le remède à tous nos problèmes. Loin de là. Enfin, une troisième petite information très intéressante, Gazprom franchira en 2018 le cap des 200 milliards de mètres cubes de gaz exportés vers l'Europe. En 2012, c'était à peu près 140 milliards de mètres cubes. Année après année, les livraisons de gaz de Gazprom à l'Europe augmentent plus ou moins de 10%. Alors passons maintenant à la problématique européenne. Donc l'idée générale, c'est que dans l'Union européenne, en fait, il ne reste plus que la face à sauver, et encore. En réalité, pour les raisons qu'on va détailler maintenant, je crois qu'on peut considérer que l'Union européenne, telle que nous l'avons connue jusqu'ici, est morte. Simplement, pour l'instant, comme on ne lui a pas encore dit, elle continue à donner l'impression qu'elle est vivante. La surprise dans ce contexte, c'est qu'en Grande-Bretagne, les anti-Brexit y croient encore. Alors ce qui me surprend, c'est pas qu'ils croient encore à la possibilité de revenir sur le vote du Brexit, car on a bien compris que dans leur esprit, il s'agissait progressivement de sortir le peuple britannique de l'état d'esprit où il était en 2016 pour le ramener vers le mondialisme, le multilatéralisme, l'européisme, etc., etc. On a très bien compris que la classe moyenne supérieure londonienne ne veut pas entendre parler, en réalité, des revendications des prolos de l'Angleterre profonde. Tout ça, c'est très clair. Non, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont l'air de croire encore qu'il y aura une Union européenne dans laquelle rester si la Grande-Bretagne revient sur le choix du Brexit. À mon avis, certains y croient parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe dans l'Union européenne. D'autres, en fait, savent que l'Union européenne telle qu'on l'a connue jusqu'ici est morte, mais ils font le calcul que, en revenant sur le choix du Brexit, Londres aura la possibilité de peser plus significativement dans la redéfinition de la future architecture européenne. Le fait, en tout cas, d'ores et déjà, c'est que les accords de Schengen sont moribonds. Compte tenu des décisions qui ont été prises récemment, on peut dire que le principe même de la libre circulation à travers l'Union européenne a été fondamentalement remis en cause
et qu'il n'y a quasiment aucune chance pour qu'il soit rétabli dans un horizon prévisible. La question qui reste ouverte en revanche, c'est combien de temps avant la remise en cause de l'euro? C'est évidemment la question la plus importante, en tout cas pour nous Français, et d'une manière générale, pour tous les résidents des pays situés dans la zone euro. Alors d'abord, je vais essayer d'expliquer pourquoi, à mon avis, cette remise en cause est absolument inévitable. L'euro, qu'est-ce que c'est ? C'est un currency board, c'est-à-dire que c'est un système de change fixe entre des monnaies nationales qui continuent à exister en réalité, simplement elles sont homonymes. Pour que ce système tienne la route, il faut que la divergence entre les membres du currency board ne devienne pas excessive. Sinon, tôt ou tard, le système craque. C'est le destin en général des unions monétaires quand elles ne débouchent pas assez rapidement sur la constitution d'un État unifié. La divergence a d'ores et déjà atteint le point où le craquement semble devenir inéluctable. Et elle ne peut faire que s'accentuer dans les mois et les années qui viennent. En particulier, l'Italie s'apprête à déployer une politique macroéconomique non compatible avec la politique monétaire d'inspiration ordolibérale qui, pour l'Allemagne, n'est pas négociable. Les députés italiens ont voté à la mi-juin 2018 une motion déposée par le mouvement 5 étoiles et la Ligue conjointement. Cette motion prévoit, je cite, de revoir les objectifs de déficit public de 2019 à 2021 dans le respect des engagements européens. Le ministre de l'économie, M. Giovanni Tria, a dans le même temps cherché à rassurer l'Union européenne en promettant de réduire la dette publique italienne, qui est la deuxième en termes de ratio après celle de la Grèce. La motion a été adoptée, même si le centre-gauche, le Parti démocrate, la gauche et Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, ont fait cause commune contre elle. Comme le mouvement 5 étoiles et la Ligue sont majoritaires au Parlement, cette motion, dont on voit bien qu'en réalité, elle annonce une politique non compatible avec l'ordolibéralisme d'inspiration germanique, est passée malgré l'opposition des partis européistes. Alors la motion a donc été tournée de manière à sauver la face pour l'instant, puisqu'il est dit qu'on reverra les objectifs de déficit public dans le respect des engagements européens. Le sous-entendu, évidemment, c'est que les engagements européens vont eux-mêmes être revus pour rendre possible une politique plus laxiste. Mon interprétation de cette situation relativement surréaliste, c'est qu'en fait, personne ne veut être le type qui va faire sauter la zone euro. Donc les populistes italiens ne disent pas qu'ils vont la faire sauter, ils disent qu'ils vont mener une politique qui restera compatible avec l'euro parce qu'on va revoir les fondamentaux de la zone euro. Sous-entendu, ceux qui vont faire sauter la zone euro, ceux qui porteront la responsabilité du divorce, ça sera les Allemands quand ils vont refuser cette révision. Bien entendu, dans le même temps, les Allemands font semblant de ne rien remarquer parce qu'ils attendent le moment décisif pour dire c'est parce que les Italiens n'ont pas tenu leur promesse de respecter certains engagements que nous sommes obligés de défaire la zone euro. Dans le même temps, Emmanuel Macron a essayé de pousser son agenda de consolidation de la zone euro et en réalité, à petits pas, de mutualisation des dettes. Là encore, l'hypocrisie est de rigueur. Angela Merkel a été très claire, et ça il faut le lui reconnaître depuis le début. Pour une fois, elle n'a pas changé d'avis en cours de route et pour une fois, on a pu tirer des conclusions de ce qu'elle disait. Elle a annoncé il y a plusieurs années qu'il n'y aurait pas de mutualisation des dettes dans la zone euro tant qu'elle vivrait. Mais Emmanuel Macron fait semblant de ne pas impulser son agenda en vue d'obtenir cette mutualisation des dettes, et Angela Merkel fait semblant de ne pas remarquer qu'évidemment, c'est la finalité de l'agenda poursuivi par Emmanuel Macron. Là encore, c'est parce que aucun des deux piliers de l'axe Paris-Berlin ne veut assumer la fracturation de l'axe. En attendant, le projet le plus urgent pour consolider la situation de l'euro, à savoir le système européen d'assurance des dépôts, reste en suspens. L'Allemagne et les Pays-Bas se sont opposés au partage de la protection des épargnants. Le fond du problème, c'est la situation des banques italiennes. Un autre aspect de la question, plus rarement abordé, est la situation particulière de la Deutsche Bank. Cette banque assez mal nommée, Deutsche Bank veut dire en théorie banque allemande, est en réalité caractéristique de tous les excès de la finance spéculative de l'anglosphère. Elle a fonctionné depuis un certain nombre d'années comme une sorte de bombe financière soigneusement confectionnée par la haute finance britannique et américaine et mise à dormir à l'intérieur de l'économie allemande comme une menace que Londres et New York peuvent réactiver à tout moment. Il n'est pas exclu que le système bancaire européen tout entier puisse être entraîné dans une catastrophique faillite en chaîne si les bombes italiennes ou Deutsche Bank venaient à exploser par surprise. Les discussions sur le système européen d'assurance des dépôts doivent reprendre en théorie à la fin de l'année,
On espère que les banques italiennes et la Deutsche Bank auront la gentillesse d'attendre jusqu'à cette date. Alors que faut-il penser dans ce contexte des annonces triomphantes qui ont été effectuées au mois de juin sur le rapprochement entre Paris et Berlin concernant la refonte de la zone euro. En fait, ces annonces avaient surtout pour objectif de rassurer les opinions publiques. Pour Angela Merkel, c'était une façon de dire il reste une zone euro à défendre, il reste une construction européenne à défendre, par conséquent j'ai encore une raison d'exister, par conséquent merci de ne pas me virer tout de suite. Car pour d'autres raisons, essentiellement liées à la crise migratoire, Madame Merkel était à ce moment-là sur le point de perdre sa position de chancelière. Pour Emmanuel Macron, il est important en France de donner le change. Il a vendu à une fraction très européiste de l'électorat français la possibilité d'une relance de la construction européenne. On voit très bien maintenant que tout cela va finir en eau de boudin, mais justement, on le voit si bien qu'Emmanuel Macron va faire beaucoup de grands gestes, beaucoup d'agitation pour le dissimuler. Emmanuel Macron voulait un budget de la zone euro. Il voulait un budget conséquent en centaines de milliards d'euros. Visiblement, Angela Merkel va lui donner un budget en dizaines de milliards d'euros. À charge pour Macron d'aller en France expliquer qu'il a obtenu ce qu'il voulait, le budget de la zone euro, en oubliant de dire qu'en fait il n'y a pas grand-chose dedans. Pour le reste, Berlin a refusé le ministre des Finances de la zone euro et la constitution d'un parlement de la zone euro. En réalité, ce qui vient de se passer, c'est que la République fédérale d'Allemagne a refusé de se fondre dans une République fédérale de France-Allemagne que Macron lui a quasiment proposé. Il n'y aura pas d'unification franco-allemande. Le seul point sur lequel Berlin a donné raison à Macron, c'est sur le renforcement du mécanisme européen de stabilité pour faire face à une crise de la dette publique faisant son retour dans la zone euro. Je ne sais pas si ce renforcement prendra le nom de Fonds monétaire européen, mais c'est bien l'idée. Il s'agit de se passer du FMI. On comprend très facilement pourquoi sur ce point-là, Berlin et Paris peuvent se mettre d'accord. Au FMI, il faut 85% des votes pour les décisions cruciales. Or, les USA détiennent 17% des votes. Ils ont par conséquent un pouvoir de blocage sur ce que fait ou ne fait pas le FMI. Étant donné ce qu'on a vu précédemment sur la dislocation de l'espace atlantique, on se doute que l'axe Paris-Berlin ne va pas mettre son destin entre les mains de l'axe Washington-Tel Aviv au moment précis où l'axe Rome-Londres risque de s'entendre pour torpiller la zone euro. Passons maintenant à ce que j'aurais envie d'appeler le sketch du Brexit. Ce qui est formidable avec les Britanniques, c'est que même quand ils ne le font pas exprès, ils restent drôles. Ce qui personnellement m'a bien fait rire, c'est leur réaction quand Donald Trump, avec sa finesse coutumière, a préparé son passage en Grande-Bretagne en tirant une belle torpille juste sous la ligne de flottaison de Theresa May. Lorsqu'il a pris connaissance des conditions dans lesquelles Theresa May envisage de conduire le Brexit, Trump a déclaré « S'ils font un tel accord, nous traiterons avec l'Union européenne au lieu de traiter avec le Royaume-Uni ». Alors la réaction britannique a consisté à dire « Oh, shocking ». Il y a eu un grand quotidien britannique, je ne sais plus lequel, qui a titré « Monsieur Trump, où sont vos manières ?» Ah, c'est très british tout ça, mais en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'a dit Donald Trump, c'est tout simplement la vérité. En l'occurrence, on ne peut même pas dire qu'il a forcé le trait. Il a simplement fait un constat. C'est ce que les Britanniques eux-mêmes ont surnommé l'opération Fudge. Fudge, en anglais, ça veut dire caramel mou. Et il y a une expression idiomatique. Lorsqu'on veut dire qu'on cherche à tendre un rideau de fumée devant quelque chose, qu'on cherche à noyer le poisson, on dit qu'on recouvre quelque chose avec du fudge, avec du caramel mou. En fait, ce que fait Theresa May depuis plusieurs mois, c'est qu'elle utilise une succession de prétextes, souvent autour de la question nord-irlandaise, pour défendre une formule de Brexit très très soft, débouchant sur une sorte de partenariat douanier d'un Royaume-Uni qui resterait en fait commercialement dans l'Union européenne, tout en reprenant sa souveraineté sur quelques points précis. En pratique, cela revient à vider le Brexit d'une grande partie de sa substance. Ça explique la démission de Boris Johnson, ça explique que Theresa May ait décidé de reprendre la main sur les négociations en vidant de sa substance le poste de ministre du Brexit. Cette opération Fudge vise probablement à faire en sorte que l'on n'ait même pas besoin de reposer la question aux Britanniques sur le Brexit, qu'on le fasse en quelque sorte le moins possible, presque pas, tout en pouvant dire qu'on l'a fait quand même.
ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, relèvent à leur tour la tête, car les sondages indiquent que, au fur et à mesure que les Britanniques réalisent la complexité de l'opération du Brexit, l'opinion vacille. On ne sait pas aujourd'hui ce que donnerait un nouveau référendum, et dans ce contexte, on a vu appliquer, devinez qui, Tony Blair. L'ancien Premier ministre britannique a déclaré que la gestion du Brexit était, je cite, un bazar complet. Cela dit, il compatit avec Theresa May, dont il dit qu'elle a le job le moins enviable du monde politique occidental. Et il a conclu son intervention par ce sophisme absolument remarquable, puisque le Brexit a démarré par un référendum, il ne peut que se terminer par un nouveau vote. On ne voit pas pourquoi, mais ça sonne bien. Alors à quoi tout cela peut-il bien correspondre en profondeur? À mon avis, la City of London, qui a le vrai pouvoir en Grande-Bretagne, est divisée. Une partie de la City voudrait rester en Europe pour pouvoir piloter de l'intérieur la reconfiguration de la construction européenne après l'explosion de l'UE telle que nous la connaissons actuellement. Une autre partie pense qu'il est préférable de se mettre à distance, wait and see, et regarder le chaos s'installer sur le continent sans y prendre part. Finalement, on défendra mieux nos intérêts de l'extérieur avec un ou plusieurs chevaux de Troie à l'intérieur, Rome ayant manifestement été prépositionné pour être le plus important cheval de Troie. Est-ce que tout cela peut, à contrario, se terminer par un Brexit sans accord, ou s'agit-il simplement de bluff d'ailleurs qui peut exister des deux côtés, du côté britannique comme du côté européen? Je ne saurais le dire. Je pense que les événements risquent fort de décider à la place des acteurs, car il y a tellement de crises qui s'empilent les unes sur les autres et qui s'aggravent mutuellement que je doute que qui que ce soit dans ce bordel puisse vraiment prétendre piloter le processus. Sur le fond, en tout cas, je crois que les anglo-saxons sont en train de s'apercevoir de quelque chose de très embêtant pour eux. Quand la Grande-Bretagne a tourné le dos à l'Union européenne au moment du Brexit, une partie des milieux d'affaires britanniques a soutenu la démarche. Certes, c'est l'électorat des classes populaires qui a voté pour le Leave, mais une partie des classes supérieures a financé et soutenu la campagne pour le Brexit. Je crois que l'idée qui était derrière, c'est qu'au fond, aujourd'hui, le monde anglophone et ses dépendances, c'est plus grand que l'Europe de l'euro, que l'Europe sous domination allemande. Et que donc, lorsque la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, ce n'est pas Londres qui s'isole, mais bien la zone euro, mais bien l'Allemagne. Le problème, c'est que ça, c'est vrai, si dans le même temps, la Grande-Bretagne poursuit une grande stratégie globale. Car si l'anglosphère, c'est plus grand que la zone euro, en revanche, l'anglosphère, c'est beaucoup plus petit qu'une économie eurasiatique intégrée associant le bloc asiatique Chine, Inde, Russie à une Europe sous domination allemande. Les grands marchés de l'avenir sont en Eurasie. L'anglosphère réduite à elle-même, se coupant non seulement de la petite zone euro, mais surtout de l'ensemble du bloc eurasiatique, ce qui est en train d'arriver avec Donald Trump, ça fait des marchés évidemment qui restent très grands, mais qui sont plus petits que les marchés offerts aux concurrents intégrés dans ce bloc euro-asiatique. On voit d'ailleurs certaines entreprises britanniques délocalisées et pas seulement des firmes financières qui, pour rester dans la zone euro, risquent de déménager de Londres à Paris. La société Jaguar, imitant le symbole américain Harley-Davidson, réduit actuellement la voilure en Grande-Bretagne. En fait, les Britanniques sont en train de s'apercevoir que oui, effectivement, leur monde, l'anglosphère, est plus grand que la zone euro, mais que, attention, il n'est pas assez grand pour entraîner avec lui le reste de la planète qui préférerait l'anglosphère en quelque sorte à la zone euro. La puissance industrielle de l'Allemagne, et à un degré moindre des autres pays de la zone euro, est tout de même non négligeable. Leur capacité technologique est considérable. Un adossement avec les matières premières russes et les marchés chinois et indiens peut être extrêmement profitable. Il y a une grande géopolitique en cours de déploiement où le bloc eurasiatique pèse potentiellement plus lourd que le monde océanique, thalassocratique, anglo-saxon. En profondeur, je crois que c'est ce qui explique les hésitations, les revirements, les incertitudes britanniques.